Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, je reçois Alex Font, qui a plus d'une centaine de combats à son actif, toutes disciplines confondues, dont 63 victoires par KO. Il a également 3 titres de champion du monde de Muay Thai sur son CV. Pendant cet épisode, Alex nous présente sa carrière depuis son enfance, car il a commencé à pratiquer les sports de combat très tôt avec son frère jumeau. Ils ont évolué ensemble pour atteindre tous deux le plus haut niveau, ceci leur a permis de se soutenir mutuellement pendant tout leur parcours. Ils ont d'ailleurs ouvert ensemble le Power Training Center à Chalon-sur-Saône, leur salle dans laquelle ils assurent une grande partie des cours. Ils sont aussi tous deux véganes depuis de nombreuses années, c'est quelque chose qu'on développe assez peu au cours de cette discussion, plus axée sur notre passion commune des sports de combat. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire en commentaire si un deuxième épisode avec Alex vous intéresserait pour approfondir le sujet de l'alimentation. J'ai pris le temps de cette longue introduction pour résumer les 6 premières minutes de notre échange que j'ai dû couper au montage pour des raisons techniques. Ne soyez donc pas étonnés de débarquer en pleine conversation. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ouais, parfait, on fait comme ça. Qu'est-ce qu'on disait ? Tu disais qu'il y avait toujours ton frère dans ton coin, même s'il combattait dans la même soirée. Vous aviez toujours, parce que quand on regarde les photos, honnêtement, pour moi qui ne vous connais pas personnellement, c'est dur de vous différencier. C'est normal, c'est ton frère jumeau. Vous êtes dans la même catégorie de poids ou vous avez un écart de poids quand même ? Non, on était plus ou moins dans la même catégorie, ouais. Moi, j'ai été un petit peu plus lourd à un moment, mais dans Ouais. l'ensemble, on a toujours été tourné on a toujours combattu dans la même catégorie quasiment, ouais. Et comment vous vous êtes débrouillé est-ce que vous avez eu besoin de combattre l'un contre l'autre à un moment ou à un autre ? On a fait un tournoi, on était dans le même, mais moi j'ai perdu au premier tour, mon frère a fini en finale, donc on ne s'est pas rencontrés finalement, mais on aurait pu être amené à. Vous avez pu, et au niveau de vos titres mondiaux, vous les avez eus en même temps ou c'était sur des années différentes ? C'est dans des fédérations différentes. Après, c'était dans les années relativement proches, entre 2013 et 2018. Donc Mhm. c'était sur des années différentes. Après, ouais, c'était des fédérations différentes, pas les mêmes catégories non plus. Là, vous Euh, étiez quand même pas dans la même catégorie de poids, quoi. pas pour toutes. Moi, j'ai une ceinture qui était en moins de 61. Les autres, c'était en moins de 57. Mon frère, c'était en moins de 57. On n'était pas toujours dans la même catégorie Ouais. les mêmes années. Assez proche quand même, quoi. Vous avez vraiment des gabarits qui sont Ouais. similaires, en fait. Vous pourriez Voilà. limite échanger de ces catégories-là, quoi. Un coup, t'es plus lourd, un coup, il est plus lourd, en réalité. Ouais, on a les gabarits similaires, hein. Ouais. Vous faisiez des cuttings sévères ou pas spécialement pour ce genre de combat ? En gros, est-ce que Ouais, c'est votre poids de forme ou est-ce que c'était non, un... non, après, à certains niveaux, tu es obligé, surtout, Mhm. je le vois moins en France. J'ai peu combattu en France. J'ai jamais trop aimé le côté politique français. Mhm. Beaucoup de tests médicaux, beaucoup de papiers, etc. C'est toujours très compliqué, qui ne payent pas toujours très bien non plus. Donc, puis j'ai vécu à l'étranger quand même quasiment 10 ans. Donc, on a beaucoup combattu à l'étranger, un peu partout dans le monde, hein. Mais bon, on a vécu à l'étranger, donc on a combattu beaucoup plus à l'étranger qu'en France. À l'étranger, si tu comptes tout ce qui est Amérique du Nord, Pays de l'Est, Royaume-Uni, surtout on a beaucoup combattu au Royaume-Uni, parce qu'on a vécu au Royaume-Uni. C'est vrai que tes adversaires, quasiment tout le monde perd minimum 10 kilos et les reprend en 24 heures. Ouais, d'accord. Donc, ouais, donc ça fait partie du job, quoi. C'est vrai que moi qui ne perdais pas beaucoup de poids, je perdais à peu près 7-8 kilos. Mhm. Ouais. Enfin, je perds toujours d'ailleurs. Et t'avais l'impression de tomber sur des mecs qui étaient globalement d'un gabarit plus important ou pas Ouais, spécialement quand t'arrivais sur le ring ? si, ouais. J'ai toujours été plus léger sur le ring. Ah ouais, d'accord. Ça, Non, parce pour que de bon, même quand tu regardes le combat, tu le vois, quoi. Parce que bon, il y a toujours ouais, l'effet psychologique avec le stress. Bon, moi, j'ai combattu qu'en amateur, mais t'as toujours l'impression que l'autre il est plus balèze et moins stressé, alors que il a peut-être la même impression en face. ouais. Ouais, moi, je me souviens de pas mal d'adversaires ou même dans mon coin, hein, les gars dans mon coin, le jour J, les mecs, tu les reconnais que au tatouage, quoi, hein. Parce qu'ils ont.
ils ont pris même du visage, ils ont repris même du visage en 24 heures, tu les reconnais plus, Ouais, quoi, les entre gars. la pesée et le combat, tu dis, est-ce que c'est le même mec, quoi? Ouais, ouais, moi j'en ai eu même des mecs dans mon coin, ils m'ont demandé si c'était bien le même. Je dis, ouais, il a le même tatouage, quoi, mais Euh, ouais, ouais, non, c'est une grosse, grosse partie des sports de combat, on va dire des sports de combat spectacle, on va dire, type hmm. boxe, taille, MMA, etc. Après, c'est moins vrai dans les arts martiaux, mais c'est dans les sports de combat comme nous, c'est une grosse partie du job. Hmm. Probablement la plus importante, c'est la perte de poids, hein, au jour Bien d'aujourd'hui. sûr. Hmm. Mm. Et tu dis que je reviens juste sur le fait que vous avez vécu au Royaume-Uni, à l'étranger, dans différents pays. Qu'est-ce qui vous a amené à voyager comme ça? Est-ce que c'était vraiment pour le combat? Ou est-ce que vous gagniez votre vie comme ça? Ou est-ce qu'il y a Mhm. une autre raison pour laquelle vous passiez de pays en pays? Euh, non, après, bah, déménager au Royaume-Uni, c'était personnel à la base. C'était pour un changement de vie, etc. Aussi apprendre l'anglais, ce qui nous a vraiment, ce qui a aidé aussi notre carrière Hmm. énormément. Après, on a eu des contrats dans plein de pays différents, donc on n'était pas toujours à rester longtemps. Des fois, c'est juste pour le combat, mais on a combattu dans énormément de pays. Après, en Thaïlande, on est resté quand même quelques temps. Après, on était beaucoup au Royaume-Uni, hein, c'est sûr que ça, mais ça, à la base, c'était personnel. Et Et pareil, ça nous a quand aussi tu permis vivais au d'apprendre. Royaume-Uni ou même en Thaïlande, toi et ton frère, vous viviez des gains liés au combat? Ou est-ce que vous aviez Ouais, une autre activité pour financer tout ça? ouais, non, on vivait des combats, ouais. Ah ouais, d'accord. En fait, jusqu'à Mm. jusqu'à l'ouverture de votre club, Mm. vous avez réussi à faire carrière, toute votre carrière en vivant de Ouais. vos combats, quoi. Ce Ouais, qui est- après, là, bah, en fait, à partir de Covid, ça a été compliqué parce qu'il y a eu beaucoup moins bah, les gens avaient plus le droit d'aller voir des shows, donc il y a eu beaucoup moins de combats. Donc il y a eu Hmm. beaucoup moins de propositions avec beaucoup, beaucoup de combattants dans le monde où c'est leur métier. Donc il y avait peu de propositions, donc peu de combats. Donc là, ça a été compliqué. Nous, on avait un but depuis 2018, début 2018, d'investir notre argent, entre autres fait avec les combats, dans des salles de sport, ou au moins on voulait en ouvrir plusieurs, mais pour l'instant on en est bah, pour le futur, quoi. Ça veut dire investir de l'argent dans un business qui peut nous apporter pour le futur. Eh oui, Donc on a ouvert, c'est pour dire, on a ouvert septembre 2020, donc la première salle, on l'a ouverte en France puisque on a essayé pendant 1 an et demi d'ouvrir en Écosse, mais c'était compliqué niveau de trouver un administratif, bâtiment. peut-être. Ouais. Ouais, niveau administratif, c'était très compliqué. Du coup, j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent et de temps. Ah oui, vous aviez Et c'est commencé rabattu à sur. investir déjà, quand même. Ouais, 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 ouais. Ouais. Et ouais, sur 1 an et demi quasiment. Donc, on a essayé d'ouvrir là-bas. Et le but, c'est d'ouvrir la première là-bas et une deuxième donc, dans notre ville natale, hein, où il y a ma famille, etc., en France. Mhm. Une deuxième qui était simple, quoi, pour nous, vu qu'il y avait la famille, les amis ici. Et du coup, on s'est rabattu sur ouvrir la première en France, puisque c'était devenu compliqué au Royaume-Uni. Ah ouais. Et Alors, je sais pas à quel point est compliqué le système au Royaume-Uni, mais en France, on n'est pas non plus réputé pour avoir un système administratif simple. Vous avez ouvert, tu m'as dit que vous avez ouvert juste après ou en plein Covid, c'est ça? juste avant, on a ouvert 6 semaines et ils nous ont fermé 8 mois à Ah cause ouais, de juste Covid. avant, donc c'était vraiment, vous attendiez pas au truc, quoi. Ah ouais, non. C'est la guillotine, quoi. Ouais, bah ouais, parce qu'on avait investi quasiment tout notre argent dedans, ou énormément d'argent dedans, et beaucoup de temps quand même. Et on avait à réussir à faire une bonne clientèle rapidement, en proposant quelque chose qui n'est pas proposé dans le coin. Et ouais, au bout de 6 semaines, voilà, ils t'annoncent que plus de salle de sport, enfin voilà quoi. Et même quand ils nous ont rouvert après 8 mois, on a encore eu 4 mois ou 5 mois, je me rappelle plus exactement, de passe sanitaire. Donc Ouais, voilà, les gens venaient plus dans les salles de sport. C'était compliqué quoi. non, mais Donc c'est clair, mais ouais, même les salles d'arts martiaux, de sport de combat, globalement, on a eu un an et demi très difficile, quoi. ah ouais, bah nous de toute façon, nous ici, ça a été très compliqué. En plus, on a quand même payé bah, de notre argent personnel quoi Ah oui, pendant comment, huit comment mois vous quoi. avez survécu ne serait-ce qu'aux 8 premiers mois?
Bah, financièrement? Parce qu'au final, on a survécu d'argent personnel qu'on aurait dû investir ailleurs, quoi. ouais, Mais voilà, bon, on avait vous aviez heureusement les réserves pour tenir ouais, ça, quoi. Ouais, d'accord. ouais Parce et que du coup, j'imagine c'est qu'il y pour avait ça qu'on parce que vous n'avez pas tout payé cash à mon avis, quoi. Vous aviez des emprunts, des choses à payer, quoi. En fait, tu viens d'ouvrir une salle. J'ai vu que la salle, elle a l'air assez énorme en termes de surface. ouais, Euh, on a 600 m² quand même, ouais. ouais, Faut non, mais compter en bah, bâtiment commercial, c'est quand même, ouais, c'est quand même des loyers qui sont conséquents. mm. Donc ouais, de toute façon, tu as les loyers, même si tu es fermé, tu as la comptable à payer, tu as enfin, tu toutes les Ouais, factures, exactement. quoi. Ouais. Ah ouais, Donc donc c'est heureusement que vous aviez des réserves pour ça. Vous êtes à Chalon-sur-Saône, c'est ça? ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. C'est intéressant parce que bah, c'est pas une grande métropole, tu vois. Quand tu ouvres un club à Paris, à Marseille, à Lyon, tu as une Ouais, clientèle enfin, tu as une telle masse de gens que tu peux trouver ta clientèle plus facilement. Il y a aussi beaucoup plus de concurrence, peut-être. ouais. Comment vous avez trouvé votre clientèle dans une zone un peu moins peuplée que ces grandes villes? Hem, Nous, on trouve notre clientèle, alors, en France, moi, ce que j'ai pas été habitué à l'étranger, hein, c'est les petites salles de quartier, qui ne payent pas de salle, qui sont prêtées par la ville, avec Mm. voilà, avec, la licence, à 150 € l'année. Voilà, moi, je suis pas habitué à ça venant de À l'étranger l'étranger, ouais. et en France, c'est vrai qu'ici, il y en a énormément. On a pas mal de petits concurrents comme ça, les petites salles de quartier et cetera, moins chères que nous. Après, nous, justement, on a trouvé la clientèle qui sont pas satisfaites par ces salles-là, qui Mm. sont, les mecs qui veulent être sérieux, voilà, nous, on a les entraînements tous les jours de la semaine, on est ouvert 12 mois sur 12, c'est différent. Voilà, les mecs qui veulent être sérieux, qui veulent faire de la compétition ou qui veulent vraiment venir régulièrement, eux, ils ont trouvé leur place chez nous. On a aussi les gens qui veulent être tranquilles, parce que nous, c'est vraiment bonne ambiance, tout le monde se connaît. On a vraiment mis un point d'honneur là-dessus sur il n'y a pas de kéké, il y a pas de mecs de quartier qui viennent juste faire une séance de temps en temps et qui emmerdent les gens. Enfin voilà, nous c'est Mm. vraiment bonne ambiance. On a tous les âges, on prend tous les niveaux, on a des types de 60 ans, même en cours adulte, on a des filles qui ont 13-14 ans qui se débrouillent très bien et qui s'éclatent avec les autres. C'est pas du tout. Pour dire, on a 50%, 50%, ouais, 50% de notre clientèle qui est féminine, quoi. Sur tous les Mm. cours, on a des cours spéciales 50, femmes, on a des cours d'entraînement. 50%, c'est assez énorme, hein. Franchement. Ouais, pour une salle qui est basée sport de combat, on fait Mm. aussi du circuit training, un peu de fitness et tout, mais dans le principe, ouais, d'ailleurs, on a eu du mal à se relever après Covid et un truc qui nous a sauvés, c'est quand on a démarré des cours 100% féminins. Euh, Mm. donc, euh, donc voilà, c'est pour dire C'est que un pari assez osé parce que si tu sais pas que ça va marcher au début, tu peux te retrouver rapidement avec un cours où il y a deux filles, tu vois, ou voire Mm, zéro, quoi. Mm. ouais. Et pourtant, j'ai vu sur les photos que tu mets que c'est des cours qui sont bien remplis, en fait. Tu fais des cours 100% Ouais, féminins, il y a j'ai vu plus d'une dizaine de personnes. C'est ouais, dans les cours féminins, on doit avoir une 25-30 abonnés. C'est pas énorme, pour le moment, mais c'est vrai que après, on s'est aperçu aussi que les femmes sont beaucoup plus sérieuses que les hommes. Elles viennent sans prise de tête, justement, pour se défouler à la fin de la journée, etc. Mm. Elles veulent apprendre, elles viennent entre copines, donc souvent elles emmènent une copine, etc. Donc elles viennent pas toutes seules. Ouais, Et ouais, ouais. ouais, c'est ce qu'on a trouvé aussi la différence entre les hommes. Que Ouais, les hommes ont ouais. tendance souvent à dire ouais, moi je sais faire, je sais ça, je connais ça. Et Bah, en fait, voilà, ils veulent pas apprendre, ils veulent pas progresser, ils baissent les bras rapidement, ils se démotivent, qu'on n'a pas ça chez les femmes. ouais, ouais, je comprends bien. C'est vrai que c'est un concept, quoi, parce que enfin, moi, je suis confronté au problème parce que j'ai ma compagne qui pratique le jiu-jitsu brésilien avec moi. C'est la seule fille. Enfin, maintenant, il y en a une autre qui vient de temps en temps. Mais pendant longtemps, Ouais, c'était la seule fille. Très rapidement. Alors, moi, il se trouve qu'elle a son mec dans la salle. Donc, c'est facile et en même temps, c'est compliqué parce que bah, probablement que si j'y vais pas sur une séance, elle y va pas non plus, tu vois. ouais, ouais, ouais. Et puis même si je suis là, de temps en temps, je tourne avec d'autres mecs. Il y a toujours un gars, comme tu dis, qui va s'inventer
un niveau de Mhm. professeur, alors que c'est une ceinture blanche comme les autres. S'il faut, il a fait 3 cours. Mais juste parce que Ouais. c'est un homme et qu'il fait 30 kilos de plus, il va lui apprendre la vie. Ce qui l'énerve particulièrement, parce qu'elle commence à avoir son petit niveau. Ouais. Et c'est vrai que des cours où tu as vraiment que des filles, ce problème-là, tu l'élimines. Tu en as peut-être d'autres, mais en tout cas, celui-là, tu l'as plus. Mhm. Surtout si les professeurs. C'est vous qui donnez les cours d'ailleurs, je me posais la question, ou est-ce que tu as des professeurs qui On, viennent donner certains cours? ouais, on a formé du monde. On a formé du monde, surtout un qui peut couvrir tous les cours, qui en a très confiance. Mhm. Euh, un vegan d'ailleurs également, qu'on a changé. Voilà. Et sinon, on donne aussi les cours régulièrement. Ouais, On ouais. supervise tout. On supervise tout. T'es- Pour t'es- quand on est dans le coin. Toi et ton frère et ce coach-là et peut-être d'autres, tout le monde est polyvalent, peut donner des cours de grappling, de boxe taille, etc., de cross-training? Ouais, Ou est-ce qu'il y en a ouais. qui ont des spécialités un petit peu? Il y a un moment, j'avais un prof de cross-training, j'avais un prof de jiu-jitsu. Et en fait, on s'est un peu, on s'est mis, nous, à couvrir tout. Moi, je peux tout couvrir, mon frère aussi. Et c'est pour ça on a formé Sully, là, un petit jeune, quoi, Sullivan, Hmm. pour couvrir, pour être capable également de couvrir tous les cours. Ah Et, ouais, surtout et ça ça se permet, passe. s'il y en a un qui n'est pas dispo, que vous vous entre-remplaciez les uns les autres, quoi, un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais. Après, non, Hmm. ça se passe très bien. C'est vrai que on a. Mais pour reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure, justement, avec ta copine, là, ça, c'est quelque chose qui est dommage d'ailleurs, je trouve, mais c'est vrai qu'en France, on a très peu de femmes qui viennent dans les salles de sport de combat, euh, alors qu'on voit justement, enfin, moi, je le vois beaucoup en étant souvent à l'étranger. C'est vrai que surtout en jiu-jitsu brésilien, il y a énormément de femmes. Dans certains cours, il y a plus de femmes que d'hommes Eh dans oui. d'autres pays. Hein, je Mais parle pas de la je France. pense pas que ce soit vrai en France. Vraiment, aujourd'hui. Non, c'est bien dommage d'ailleurs. Ouais, Mais tout à fait. ouais. Tout à fait. Et Si je tu sais vas sur qu'elles les ont. compétitions, tu le vois, hein, les compétitions de grappling ou de JJB où je suis allé souvent cette année, il y a des fois sur 200, 400 combattants sur la journée, tu as 2 filles. Ah ouais, c'est C'est ridicule. absolument pas normal, quoi. Mm. Non. Bah, surtout sur des sports qui sont aussi très bien pour la confiance en soi, le self-défense, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage quoi, qu'il y ait moins de femmes. Mais Euh, elles bah, ont Tout à un fait. a priori. Alors juste par rapport à ton club, donc tu dis que votre troisième professeur est devenu vegan aussi. D'ailleurs, c'est un truc que tu nous as dit aussi par message quand on a préparé un peu la publication, que vous avez ouvert le premier club vegan. Est-ce que tu considères ta salle comme une salle vegan et qu'est-ce que ça veut dire en fait pour toi, à part le fait que vous soyez tous les trois, vous avez tous les trois ce mode de vie? Ouais, bah pour nous totalement. Alors déjà la salle Power Training Center, en fait, c'est une salle qui est créée à la base de Power Fight Company, donc qui est notre marque. Et Power en général, bon déjà c'est une marque qui est vegan, donc c'est-à-dire que tout ce qu'on utilise, que ce soit protection, que ce soit, je sais pas moi, sac de frappe, les PAO, les pattes d'ours, etc. Tout est vegan, hein. Donc déjà ça, tout ce qu'on vend hein, aussi, voilà, les protèges Mhm. tibia, les gants de boxe, tout ça. On a également aussi, comment on va dire, c'est un peu le motto de la salle, quoi. C'est vrai que, bon, c'est très, comment dire, avoir une salle, il y a beaucoup de relationnel, il y a beaucoup de contact avec les gens. On fait beaucoup d'articles de journaux, de magazines, etc. dans le coin. Et c'est vrai qu'on défend toujours le côté vegan, bien sûr, hein, Euh, surtout vous, en priorité le côté éthique. vous en profitez pour placer ces messages-là dès que vous avez un peu de mise en lumière ou Mm. enfin, comment vous gérez un petit peu parce que parfois c'est difficile d'arriver à placer des choses, tu as envie de les placer, mais sans pour autant rebuter les gens, tu vois. Mm. Il y a un subtil juste milieu à trouver. J'imagine que tous vos adhérents sont pas véganes, tu vois. Euh, Ah, non, non. Comment tu fais en gros pour gérer ça? Alors, c'est vrai que sur le côté, alors déjà, il y en a énormément de gens quand même qui viennent pour améliorer leur physique ou leur santé, etc. Donc, eux, c'est vrai qu'on joue sur le côté nutrition, hein, beaucoup. Donc, Vous c'est vrai donnez des que conseils en nutrition aussi? Vous faites des suivis ouais, nutrition un petit peu? on fait des suivis dans la mesure du possible où les gens vont nous écouter, mais
vont être capables de suivre. On fait pas un suivi vraiment personnalisé avec des 1000 plans, etc. Mais dans l'idée, du moment qu'on conseille quelqu'un sur ce qu'ils doivent manger, etc., de toute façon, nous, on parle que sur du véganisme, sur du plant-based. Ça, c'est, donc, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on conseille à tout le monde. Ouais, Et c'est idéal, celui c'est qui ce te qu'il y a dit, le client qui te dit, ouais, voilà, j'ai besoin d'un suivi nutrition. Par contre, moi, je veux absolument intégrer, je sais pas, un repas par semaine où je me fais une entrecôte ou ce genre de truc parce que je peux pas faire autrement. Est-ce que tu vas lui dire, bah, dans ce cas-là, trouve-toi quelqu'un d'autre un petit peu, peut-être que je suis pas là, même sans être méchant, tu vois, en disant, voilà, je suis pas la bonne personne. Ou est-ce que tu vas lui dire, ok, bon, bah voilà, tu as ce jour-là où tu fais ce que tu veux, par contre, tous les autres jours, ben voilà ce que je te propose en proposant une diète végane. Ouais, non, moi, de toute façon, moi, ce sera, quoi qu'il arrive, ce sera vegan enfin, si je dois donner des conseils de nutrition à quelqu'un, ce sera du 100% vegan. Après, Ouais. qu'il m'écoute ou qu'il m'écoute pas, ça, ce sera à lui de décider. Mais nous, non, on reste toujours sur le côté vegan. Et c'est vrai on a pas mal. D'ailleurs, là, récemment, là, j'ai deux mecs qui sont venus ils ont fait 1 heure et demie de route pour venir faire une séance avec moi, là, qui vont s'inscrire chez nous. Parce qu'ils ont vu sur notre site internet que justement on était vegan. Et eux, c'est des véganes et ils arrivent pas ils connaissent très peu de véganes en France. Et Mhm. donc, ils sont venus s'entraîner chez nous pour ça. On a fait beaucoup d'articles de journaux, de magazines, on a fait l'autre jour une remise de récompense de tous les sportifs de la région. On était les invités d'honneur. Pareil, on a passé le message vegan. Après, c'est vrai qu'on se sert beaucoup de ça. Donc ça fait partie de nous, de dire que notre salle, c'est une salle vegan. C'est entre autres. Et on a changé beaucoup de personnes. Et on a quand même pas mal de véganes qui s'entraînent ici. Et Si je fais le calcul. ça, c'est formidable, parce que comme j'en parlais un peu avec Florian, je sais pas si tu as écouté le podcast, c'était le numéro 10. Il est professeur du jiu-jitsu brésilien sur Paris. Et sur Et- Paris, il y a quand même beaucoup de gens. Donc tu te ouais. retrouves entre véganes assez rapidement, même si ça ne veut pas dire que tu es en majorité. Mais comme tout le monde est au Mm, même endroit, tu les trouves, quoi. ouais. Je pense que c'est pas trop le cas là où tu es. C'est pas du tout le cas Mm, là où je suis moi non plus, d'ailleurs. mm, Donc c'est assez fort. Honnêtement, hein, si je te pose toutes ces questions, notamment sur la salle, c'est quelque chose qui m'intéresse. Si moi j'avais ça proche de chez moi et je suis aussi dans une zone qui est pas une grande métropole, je serais client à fond, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y aurait beaucoup mm. de gens qui le seraient? Bah, je sais pas. Ça donne de l'espoir quand on écoute votre histoire, quoi. Ouais, Parce ouais, que bah, voilà, même pour mm, moi-même, ce serait un rêve d'un jour pouvoir porter un projet comme ça. Et c'est bon à savoir que c'est possible, sans dénigrer du tout le travail que vous avez mis dedans, parce que je pense que ça s'est pas fait ouais. tout seul, quoi. C'est pas, tiens, j'ai une bonne idée. Derrière, vous avez dû Non. mettre une quantité de travail conséquente Ouais, et beaucoup d'argent aussi. ouais. Donc ça c'est indéniable. C'est gentil déjà, merci. Non, après, c'est vrai que si un jour tu as l'occasion parce que je vois que tu es passionné de sport de combat, entre autres, hein, et si un jour tu as l'occasion de faire quelque chose comme ça, je pense que c'est toujours un plus de dire qu'on est vegan. Mm. Pas hésiter, ça, pas hésiter à le dire. Il y a énormément de personnes, même au jour d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu énormément de mal à revenir en France, on va dire, entre guillemets, à plein temps, venant de l'étranger, surtout pour le côté vegan. Hein, c'est vrai qu'ici, enfin, la France est très en retard. Mm. C'est clair. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens commencent à comprendre le côté écologique, pourquoi un monde vegan, c'est le futur. Voilà, pourquoi le côté, tout le côté santé, bien sûr le côté animal. Euh, les gens connaissent maintenant les mots, comprennent ce que tu leur dis. Et voilà, depuis les réseaux sociaux, entre autres, ça a énormément changé. Même en France, c'est le cas. Et je pense que c'est toujours un plus. Euh, Ça reste, voilà, tu as un business qui a des valeurs. Donc, même c'est pour quelqu'un qui n'est pas vegan, il voit aussi ça. Tu as un business qui a des valeurs, que toi, Mm. tu as des valeurs. Je pense que c'est toujours un plus. Et n'hésite pas, si un jour tu te sens de démarrer un business et tu veux
que tu veux vraiment partir sur une salle de sport, par exemple, sport de combat ou autre, vas-y, fonce. Et si tu as besoin de conseils, n'hésite pas. C'est vrai que c'est un investissement de départ. Et il faut avoir les reins solides pour se dire, pour supporter le début. Puisqu'au début, voilà, bon, c'est le temps d'arriver à créer une clientèle. Tu sais qu'au bout de tant de clients réguliers, nous, on marche en abonnement, en fait. Donc, tu sais qu'au bout de tant de clients, tu peux couvrir tes factures. Tant de clients de plus, tu peux payer tout le monde et après faire du bénéfice, quoi. Ouais, ou investir sur de nouveaux trucs. Enfin, c'est vrai que honnêtement, voilà, bon, j'en ai jamais trop parlé à qui que ce soit en podcast ou même en vrai, en fait. Hein. À part ma chérie, je pense que j'en ai parlé à peu près personne. Mais c'est vrai que c'est un rêve pour moi à long terme. J'y pense quand je mets de l'argent de côté. J'essaye de préparer ça. Aujourd'hui, j'ai un job qui n'a rien à voir avec ça, qui me plaît, mais qui est pas un job passion pour autant. Désolé pour mes collègues de travail qui m'écoutent. J'apprécie beaucoup plus de travailler avec eux que le boulot en lui-même, tu vois. Voilà, comme ça, ils le prendront pas mal. Mais ouais, non, c'est clair. Et puis, alors, il y a un truc, c'est une question que je voudrais te poser par rapport à ça. Est-ce que vous avez monté ce business-là, mais derrière, vous avez 3 titres de champion du monde chacun. Toi, tu nous as dit que tu avais 63 combats, toutes disciplines confondues. Donc, tu as une grosse carrière sportive. J'ai plus de 100 combats professionnels. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas d'où je sors ce chiffre alors. C'était tes KO peut-être. C'est mes KO, c'est la date à peu près le nombre de KO. Voilà, bon, bah, c'est une petite erreur de ma part qui montre que c'est encore plus fat. Bref, 63 KO, une centaine, plus de 100 combats professionnels. Donc, tu as une légitimité quelque part. C'est vrai que moi, je pense à ça depuis longtemps et puis je me dis, j'ai 10-15 combats amateurs en boxe, la même chose en JJB aujourd'hui. C'est léger, tu vois ce que je veux dire en termes de palmarès. Je ne peux pas prétendre à ce genre de choses-là. Après, je suis passionné depuis 15 ans, ça c'est sûr. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un palmarès pour se lancer dans ce genre de business? Alors, je pense non. Je pense que c'est la seule chose sur quoi ça joue, ça peut être sur le lancement de départ. Sur le lancement de départ, quand tu commences au début, ça peut faire plus de buzz, sachant, voilà, il y a un champion du monde ou un grand professionnel qui ouvre une salle, etc. Ça peut faire plus de buzz au départ. Mais sur la longueur, sur le business en lui-même, je pense pas que ça joue du moment que tu as des cours de qualité, que tu es capable d'entraîner tout le monde, d'être toujours un peu plus élevé que les autres. Mais après, il faut savoir aussi, je sais pas si tu as l'habitude de donner des cours déjà, mais si J'en ai quand donné tu donnes des quelques-uns, cours, mais j'ai jamais passé les formations nécessaires. C'est un projet que j'ai déjà dans un premier temps, histoire d'avoir déjà ça derrière moi. ouais, Mais c'est vrai que j'ai donné des cours que pour remplacer dans certains clubs dont tu parlais au début, tu sais, des clubs ouais, les municipaux, petits entre trucs. guillemets, Ouais. quoi, où tu remplaces le prof une fois de temps en temps, ce que d'ailleurs on n'a pas du tout le droit de faire. Mais bon, tu vois, Non, après, dans un on petit n'a pas le droit de village, faire. ça arrive, quoi. Oui, après, honnêtement, tout le monde peut donner des cours, hein. Il n'y a pas forcément besoin de diplôme, etc. Il faut savoir que les gens parlent beaucoup d'un BPGEP, par exemple, en France. Mm. Il faut un BPGEP pour donner des cours, il faut un BPGEP pour donner des cours. Il faut un BPGEP si tu es rémunéré pour donner des cours. Exactement. Ouais. Si tu gagnes de l'argent pour donner des cours. Si tu es un bénévole ou quoi que ce soit, tu n'es pas obligé d'avoir de diplôme officiel, hein. Mm. Après, dans toutes les petites salles justement municipales, etc. Moi, je le vois dans une ville comme ici là, il y a pas un gars qui est peut-être même monté sur un ring ou dans une cage, tu vois. Et ils donnent Bah, tous des cours et écoute, c'est ça le truc aussi. c'est quelque chose qui m'a beaucoup gêné dans ma carrière amateur. Je ne sais même pas pourquoi je dis carrière, c'est pas vraiment un mot, quoi, mais enfin, c'est pas Ouais, vraiment un mot adapté. Mais bon, tous les combats amateurs que j'ai pu faire, il y a que les derniers où j'avais des gars qui avaient derrière eux une carrière amateur assez solide, voire même une carrière professionnelle. Et tous les autres combats, mes premiers combats en boxe, j'avais des gens qui étaient même jamais montés sur un ring. Et c'est très gênant. Je trouve que c'est très ouais, gênant. Je suis content. Je pense que si j'étais jamais monté sur un ring de ma vie, même en amateur, j'aurais du mal à amener un mec, tu vois, euh, ouais, en combat. ouais, ouais. Est-ce que le fait de ne pas avoir combattu à un très haut niveau, ça influerait? Je ne sais pas, tu vois. Il faudrait peut-être que je l'ai fait pour le savoir. C'est un petit peu tard pour moi, parce qu'on a à peu près le même âge. Je pense que c'est un peu trop tard pour ce genre de truc. Mais bon, du moins en boxe. Ouais. Ouais, après, tu sais jamais, hein. Après, il y a des.
Après, si tu as 15 combats amateurs, tu peux tenter un combat pro si tu te sens en boxe Bah, anglaise. oui, le truc, c'est que bah, un peu comme vous, tu vois, le Covid m'a mis un petit coup. Au moment Ah ouais, du Covid, je me suis un peu entraîné tout seul pendant un certain temps et je me suis jamais vraiment remis dans la boxe. J'ai reboxé une fois de temps en temps pour le plaisir Ouais, plus puis, qu'autre chose. après, Mais, ouais. mais je suis plus là, je devrais monter même pour un combat amateur. Il me faudrait une bonne petite préparation, je pense. Ouais, ouais. Ouais, Voilà. c'est sûr. Après, moi, j'ai gardé ma carrière tout le long avec la même prépa, être prêt tout le temps. C'est ce qui m'a permis de justement de saisir des opportunités, hein, surtout étant à l'étranger. Mhm. Euh, j'ai toujours été prêt, donc j'ai toujours accepté un combat. Même le mec qui m'envoyait un email le mercredi pour combat samedi soir, quoi, j'étais prêt, quoi. Et du coup, ça permet énormément justement de pouvoir pousser ta carrière assez loin. Ouais, Et savoir vivant à saisir les l'étranger, opportunités, quoi. ah ouais, ouais. Je vois trop de mecs qui, si tu les préviens pas 4 mois à l'avance, ils sont pas tel coin avec tel coach, avec telle bouteille d'eau, ils peuvent pas combattre, quoi. Ça marche pas. Si tu veux faire quelque chose dans ta vie, enfin, moi, je sais que ma carrière, j'ai réussi à faire une carrière comme ça parce Mm. que justement, voilà, c'était peu importe, dernière minute, le mec fallait voyager à, à l'autre bout de l'Est de l'Europe ou en Afrique du Sud, bah, j'y allais. Je perdais 7 kilos en 24 heures. Et voilà, j'arrivais en claquette sans rien, avec mon frère dans mon coin, et c'est tout, quoi. Je veux dire, et c'est comme ça que tu peux saisir les opportunités. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, les promoteurs le savent derrière. Et ils savent que dès qu'il y a quelque chose, et ils ont toujours confiance, ils savent que tu n'annuleras jamais un combat, puisque de toute façon, tu es déjà la personne qui Oui, vient même en dernière minute, quoi. donc ils vont t'appeler, quoi. Une Ah fois que ouais, tu as ils cette comptent sur toi, réputation, quoi. ils vont t'appeler, quoi. Et, Mm. ouais, et surtout, surtout quand tu vis à l'étranger, ce qui est super important, ce qui est très bien de partir à l'étranger, c'est qu'eux, ce qu'ils ont besoin pour leurs affiches, c'est la nationalité. Et du coup, ils n'ont pas de billet d'avion à payer, ils ont pas de visa, ils ont pas de, quand tu vis à l'étranger directement, Ouais. mais ils te mettent quand même en main event parce que tu es un Français ou parce que tu es un tel ou un tel. Imagine un Oui, Japonais qui vit en en fait, France, ça leur ils font permet tous de les dire main c'est un events. combat international sans avoir à gérer aucune galère Voilà. liée au voyage, quoi. Voilà. Tous les frais, etc., tous les problèmes de visa, etc., ils ont Mm. pas à s'en occuper. Et du coup, Ah ça, c'est ouais, hyper important aussi. Et ça c'est propulse un souvent peu comme la ça carrière. d'ailleurs. Ouais, c'est comme ça d'ailleurs que tu arrives à faire voilà, des fois du jour au lendemain, on te propose une ceinture mondiale, un truc, et c'est idéal. Mais pour revenir à ce que tu disais juste avant, là, je trouve que tu as déjà 15 combats, Mm. boxe anglaise, jiu-jitsu, c'est déjà un beau palmarès, tu En gros, vois. c'est que du pied-point, Euh, mais c'est. Alors attention, c'est une quinzaine de combats, mais il n'y a pas de. Il y a pas de. Je les ai pas tous gagnés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas oui, mal. oui, Il y a bien peut-être sûr. même plus Oui. de défaites que de victoires. Je Ouais, mais pense bon, aussi qu'il y a un truc que vous avez, pour avoir côtoyé quelques personnes qui ont triomphé à haut niveau, que je pense j'ai pas. C'est qu'il me manque une certaine forme de méchanceté, je pense, quand je ouais. suis sur un ring, personnellement. C'est-à-dire que le dernier combat que j'ai gagné, c'était en championnat régional, je crois, en full contact. J'aime beaucoup le full contact aussi, même si j'ai fait aussi Ok. du K1, du kickboxing. Et en full contact, et je gagne très largement le combat. Et au dernier round, le mec est mort, quoi. Clairement, le gars en face, il titube. Ouais. Il est, entre guillemets, facile à finir. Mais je Mhm. sais que j'ai gagné. Et je Ok, le finis pas. d'accord. Et je sais pas ce qui me passe par la enfin je sais ce qui me passe par la tête. Et dans ce moment-là, je suis ni fatigué, ni tu vois, mais je me dis mais ça sert à rien de le finir. Ouais. Ce qui est dangereux, hein, Mhm. parce qu'il y a Ouais. aussi d'autres combats où j'étais sûr de gagner et au final c'est le bras de l'autre qui se lève et en vrai il Ouais. faudrait le finir, tu vois, pour être sûr. Ouais, ouais. Mhm. Mais à ce moment-là, j'en étais vraiment sûr. D'ailleurs, j'ai gagné le combat et et tu vois, à ce moment après ce combat, je me suis dit il me manque peut-être un truc. Est-ce que tu penses, toi, Ouais. pour revenir dans l'interview un petit peu, parce que c'est ça qui est cool dans les podcasts, on dirait que personne nous écoute. D'ailleurs, c'est vrai pour l'instant, Ouais. mais après voilà, il y a des auditeurs. Est-ce que tu penses qu'il faut une certaine forme de méchanceté pour triompher dans ce genre de sport? Ouais, bah, je vais pas dire une méchanceté, mais ouais, il faut une agressivité quand même. Euh, Moi, je pense que déjà, c'est pas fait pour tout le monde. Surtout, je le vois parce que j'ai beaucoup été dans les salles pro, d'accord, avec que des professionnels, on s'entraînait tous ensemble, etc., toute ma carrière. Je le vois maintenant avoir ma salle là où c'est que
le plus expérimenté de la salle, il a 2 combats amateurs, quoi. Donc ils ont commencé chez nous là, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, 3 ans. Hem, je le vois, on en a des qui s'en sortent bien, la salle. Ça se passe bien, quand ils tournent avec les autres, on fait de la prépa machin, ils ont fait un combat amateur chacun là récemment. Mais le jour J sur le ring et même en sparring, je peux le voir, ils sont moins stressés à l'entraînement, mais je le vois, heu, il manque un truc. Il manque l'agressivité, et c'est peut-être une chose qui fera peut-être qu'ils ne gagneront jamais un combat. Mmh. Puisqu'il y a un moment donné où il faut pouvoir être agressif. Alors attention, hein, ça je le répète parce qu'il y a beaucoup d'amateurs qui font la qui se trompent là-dessus. Heu Moi, j'ai mis énormément de KO dans ma carrière, même, dans les salles, par exemple, quand j'allais dans des salles à l'étranger et cetera, peu importe les différences de poids, même Mmh. contre des poids lourds, n'importe. J'ai toujours été celui qui faisait le plus mal quasiment et qui même à l'entraînement, en sparring, avec des gants en 16, je mettais des KO, enfin, j'ai toujours mis beaucoup de KO et ce Mmh. qu'il faut surtout pas, donc il faut pas confondre l'agressivité non plus avec, heu chercher forcément à mettre KO. Mmh. Ça marche pas. Ça, c'est quand tu cherches le KO, quand tu cherches vraiment à être agressif, à frapper fort, tu arriveras pas à mettre KO. Justement, c'est là que beaucoup d'amateurs se trompent et c'est comme ça qu'ils finissent, sans cardio au bout d'une minute. Il faut Clair. savoir travailler pour arriver à trouver le KO naturellement. Mais c'est vrai que si tu manques d'agressivité, ça reste un combat quand même. Moi, je suis assez parti du principe, je le dis à mes gars, j'ai toujours dit, on s'est toujours dit avec mon frère, ça reste un combat. Il vaut mieux partir dans sa tête que le mec veut te tuer et toi tu veux le tuer. Mmh. Ça reste un combat. C'est vrai que si tu manques d'agressivité, si tu es un peu trop cool ou un peu trop, peut-être un peu trop de compassion envers ton adversaire à ce moment-là, Mmh. sachant il est là pour ça, heu, ça peut te faire perdre la victoire. Ah bah, pour finir la petite histoire, ce gars-là, donc je l'ai battu en championnat officiel, tu vois. Et Ouais. du coup, on nous a rappelé quelques mois après, et c'était vraiment un mois avant le Covid. Et c'est ce qui fait que je ne m'y suis pas trop remis d'ailleurs, notamment. On nous a Mmh. rappelé pour un gala sur Nice aussi, pour refaire une revanche, quoi. Et en fait, j'y suis allé dans le même état d'esprit. Et le Ouais. gars, lui, il avait perdu son combat, il s'était pas fait mettre KO, il avait les boules, il est monté sur le ring avec un esprit de guerrier, il voulait me tuer, tu vois. Ah ouais. Mmh. Et moi, j'ai tenu tout le combat parce que techniquement, j'étais, et je suis peut-être probablement toujours supérieur techniquement, mais je l'ai fait comme un sparring ce combat. Et Mmh. on est allé au Ouais. bout, à la décision des juges. Ce gars-là était beaucoup plus déterminé. Il a pris la décision des juges, tu vois. Ouais. Et Ouais, ouais. voilà, ce double combat, ces deux combats, c'est mes deux derniers, m'ont fait me dire peut-être qu'il me manque quelque chose pour vraiment réussir dans ce sport-là. Maintenant, je suis bien conscient que c'est aussi des choses qui se travaillent, hein, qui se travaillent Oui, mentalement, voilà. oui, bien sûr. Voilà. Alors attention aussi, pour prendre ta défense, il y a des fois aussi, il y a des parce que moi j'ai aussi, fait des mauvais combats, hein. C'est, aussi ce qui se passe dans ta vie personnelle, en dehors et cetera aussi, qui joue des fois et que certaines fois, bah, tu arrives pas, tu montes, voilà, tu pas tout tu pas entièrement là le jour présent et que tu manques d'agressivité, que tu manques de des fois c'est aussi, une période comme ça de ta vie personnelle, par exemple, qui peut influencer Mm, sur ton combat. c'est clair, c'est clair. C'est vrai, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de recombattre les mêmes mecs plusieurs fois? Ouais, ouais, ça Des m'est gars, arrivé plusieurs fois, ouais. Ouais, des ouais, gars il y que a tu des avais déjà mecs, battus, tu les as toujours rebattus, ou est-ce que tu t'es retrouvé avec des mecs que tu as déjà battus peut-être et qui reviennent beaucoup plus dangereux que la première fois? non, les mecs que j'ai battus. Il y a un mec que j'avais perdu, je l'ai rebattu. Ça Après fait c'est, bien. ouais, après, c'est ça aussi qui est cool dans les sports de combat, c'est, finalement on se connaît tous, enfin, on se Ouais. connaît tous. On se connaît, on reste en contact toujours. Souvent après, enfin, j'ai beaucoup trouvé ça, dans la boxe thaï surtout. C'est moins vrai dans le MMA, moins vrai dans le K1. Dans la boxe thaï, je trouvais beaucoup après, on a tendance à se soutenir et cetera, des mecs que tu as battus, ou des mecs que tu as battus
qui vont te supporter le combat d'après. Ça, j'ai trouvé ça assez cool aussi. Non, je ne savais pas D'ailleurs, que c'était le cas dans la boxe thaï. Dans le jiu-jitsu brésilien, c'est ce que j'observe beaucoup. Ouais, En tout cas, à un petit niveau. J'ai gardé beaucoup de contacts avec des gars avec qui j'ai combattu. Je passe un petit big up à Billy, un gars que j'ai combattu 4 fois sur cette ouais, année. Et ouais. j'ai gagné les 3 premiers, j'ai perdu le dernier. Et tu vois, quand je te dis qu'il me manquait un truc, hein, j'étais presque content pour lui un petit peu. Tu vois, Ouais, qu'il ouais. arrive au final au moins une fois à me battre. Alors bon, je me suis pas fait non plus rouster la gueule, ça m'aurait fait chier. Je perds au point de pas grand-chose, tu vois. Mais, euh, mais quand même, tu vois, à la limite, tu t'attaches un petit peu à ton adversaire, tu discutes régulièrement, bah, tu es content que le gars, il se Ah soit... ouais, c'est cool, hein. Parce que clairement, le type, je l'ai battu sur une première compétition, on a combattu 2 fois le même jour, une fois en gi, une fois en no-gi. Ouais. Et je le bats les 2 fois. Je crois que je prends une soumission la première, la deuxième, je le bats au point un peu plus serré. Mais bref, il s'en va, il a perdu ses 2 combats, quoi. Et moi, Mm. je suis tout content. Et je change rien à mon game, en fait. Tu vois, quelques Ouais. mois après, on se retrouve de nouveau pour faire 2 combats. Je le rebats en gi, mais beaucoup plus difficilement, tu vois. Et là, je me Mm. dis, merde, le mec a travaillé vraiment. Et moi, non. Enfin, Ouais. j'ai travaillé, bien Ouais. sûr, mais pas dans ma tête en me disant, ce gars-là est dangereux. Dans ma tête, je me disais, ce gars-là, je l'ai déjà battu, je vais le rebattre. Et il a fini par m'avoir, quoi, tu vois, en no-gi, du coup. Ouais, ouais. Ouais, c'est souvent le risque aussi. Euh, des fois, moi, je vois souvent aussi, il y a des mecs qui rentrent dans le combat à moitié parce que, voilà, la pesée, le gars, il avait l'air cool ou il a l'air plus petit que moi, ou tu vois. Et des fois, après, peut-être aussi, toi, tu as eu ce truc-là, le mec, tu commences à le connaître. Tu te dis, pas que c'est un pote, mais voilà, Ouais, mais quoi. Ouais, presque, je le presque. connais, tu sais. Ouais, c'est presque ça. C'est comme Que un tu as un sparring. respect Moi, ce que mutuel. C'est pas un mec, c'est pas le mec lambda que tu croises dans la rue. C'est un gars qui a la même passion que toi, tu vois, ouais. vous avez Mm. forcément des points communs quelque part. Ah oui, et puis tu sais que voilà, derrière, il a fait le travail derrière aussi. Tu sais ce que c'est, les entraînements, la préparation, etc. Après, ouais, toujours, il y a un respect, c'est sûr, hein. D'ailleurs, moi, ce que j'explique à mes gars, même à la salle, quand ils s'entraînent ensemble, enfin, quand ils font des sparring et tout, euh, même sans dire forcément chercher sparring, tu vois, chercher vraiment le KO en sparring et tout, mais chercher à gagner ton sparring, tu vois. Toujours Ouais. chercher à gagner quand il arrive ton sparring. Et ça crée une mentalité quand même de victoire. Même si tu vas faire un sparring à la touche, parce que c'est un mec, il est venu là, il a commencé il y a 2 mois, et toi, tu as 2 ans d'entraînement, et Oui, tu vas pas essayer toujours de le chercher. sécher, mais par contre, tu Tu vas vas pas pas non essayer plus de le te sécher. laisser Voilà. toucher pour rien, quoi. Voilà, exactement. Le but, c'est que moi, je pars toujours du principe, le but, c'est que tu gagnes ton sparring. Peu importe. Moi, il y a des fois, je tourne avec mes gars, enfin, je tourne peu avec mes gars, mais par exemple, je tourne avec mon entraîneur, là, avec Sully, justement, bah, pour continuer de le faire progresser et tout. Je tourne avec lui en BJJ, je tourne avec lui en Muay Thai, je tourne avec lui en MMA. Moi, je cherche à gagner mon sparring. Bon, alors souvent, il finit par terre 2, 3 fois par round. Mais sans dire forcément chercher à sécher, quoi, justement, comme tu dis. Non, toujours travailler cool, même si bon, le mec, tu peux le toucher à la limite au corps ou le stopper sur des low kicks, choses comme ça, mais sans chercher forcément le KO au visage. Mais chercher à gagner quand même. C'est comme ça que tu crées une habitude. Tu crées une Mm. habitude mentale pour toi. Tu crées aussi, bah, aussi le but les autres d'essayer de se dépasser aussi, de chercher à gagner aussi. Parce qu'il y a des mecs qui montent, ils sont là, ils font un sparring. Bon, ils balancent 2, 3 coups, ils laissent tourner le round. Bon, c'est pas comme ça que tu progresses non plus. Ouais, c'est une façon aussi de respecter ton adversaire et de lui permettre de progresser, quoi. De pas lui donner Ouais, de exactement. fausses indications, quoi. Exactement. Ouais. Est-ce que tu C'est trouves que la c'est base, hein. applicable aussi dans le JJB ou dans le grappling? Parce que c'est vrai que des mecs qui sont vraiment plus forts que moi, je me retrouve souvent à faire exactement le même sparring à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que bah, je tente les 2, 3 trucs que je sens bien parce que le mec est fort, donc je vais pas tenter des trucs farfelus, je vais tenter que les trucs que je maîtrise bien, donc le gars le sait. Je finis par me Ouais. faire retourner, je suis en dessous, et voilà quoi. Et là, je vais Ouais, subir après, pendant 5 minutes, tu vois ouais, ce que je veux dire? Mais alors exactement de après, la même façon. ouais. Après, ce qui est hyper important en BJJ, enfin, Jiu-Jitsu, c'est c'est d'essayer de survivre déjà. La première chose, c'est d'essayer de survivre, de ne pas te faire soumettre, de te faire passer le moins possible. C'est-à-dire le moins possible de te faire passer Ta garde, ouais, de la de garde, position. etc. Toutes les positions, essayer et toi ensuite, essaye de passer à chaque fois dans des positions favorables, un peu plus favorables, plus favorables. Ou Après, si tu moins n'arrives pas à pourri, passer quoi. une soumission,
Ouais, après, si tu n'arrives pas à passer une soumission, c'est pas c'est le but ultime, mais ça reste. Faut pas forcément que ce soit ton but. Il faut que j'arrive à arracher son bras, il faut que j'arrive à arracher son bras, sinon Mm. ça marchera pas. Il vaut mieux que ça ait de travailler. Ok, là, je veux pas me prendre un étranglement, je passe là, il faut que je sorte ma jambe, etc. Tu vois, des petits steps, petit à petit, essayer de te mettre dans des meilleures positions pour toi, etc. Et surtout, essayer de survivre. Moi, je vois enfin, deux grands du jiu-jitsu, les frères Ribeiro, je sais pas si tu connais. J'ai entendu Euh, parler, ouais. ce qu'ils ont toujours dit, eux, ce qu'ils entraînent toujours pour leur ceinture blanche, c'est leur ceinture blanche. Pour arriver à passer ceinture bleue, leur ceinture blanche, ils doivent être capables de tourner avec n'importe quelle ceinture plus haute qu'eux et de ne pas se faire soumettre. C'est-à-dire, c'est survie, survie, survie. La base de la ceinture blanche, c'est la survie. Et c'est vrai que je trouve que c'est le plus important. Et même si le mec, il est ceinture marron au-dessus de toi et il te roule dessus, surtout s'il imagine qu'il est plus lourd que toi ou je sais pas. Mm. Encore, toi, tu as l'air d'avoir un gros gabarit quand même. Mais Ouais, moi, je fais à peu près 80 kilos, mais on a quand même des beaux bébés aussi, hein. Mais ouais, oui, oui, ouais, quand ouais, tu il fais y a déjà beaucoup. partie des plus lourds quand tu passes les 80 Ouais. en général, un peu partout. Mais Mm. après, voilà, essayer surtout de survivre, de toujours sortir de la position, etc. De faire les choses proprement. Par exemple, de jamais pousser ou jamais vraiment, tu vois, de jamais pousser fort, mais toujours de bloquer, mais pas pousser Mm. pour pas vider toute ton énergie, etc. Tu vois, petit à petit, faire les choses les plus correctement. Et il n'y a pas, hein, de toute façon, à force de le faire, tu vas progresser, hein. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire aussi, hein. Il y a que Et, il y a et que les toi, vraiment lourds ou les ceintures noires ou les adeptes des clés de jambes qui ouais, arrivent encore à me soumettre de manière irrémédiable au cours d'un round de 5 minutes. Après, les autres, j'arrive en général à ceux qui ont un style un peu plus classique, tu vois, où ils vont attaquer le haut du corps, j'arrive encore à résister 5 minutes sans trop de problèmes, quoi. Mais bon, ouais. voilà. Non, mais en fait, moi, si tu veux, je suis à l'aube de la ceinture bleue. C'est-à-dire qu'elle m'est teasée à mort par mon professeur et ça me terrifie un peu Ouais. parce que bah, tu te dis, bah, ça met une certaine pression, même si c'est peut-être con quand tu arrives à un niveau plus élevé comme le tien ou celui de mes invités. Tu te dis, bah, attends, maintenant ils vont me filer une ceinture bleue, c'est qu'une couleur, mais et qu'est-ce qui se passe si demain il y a un ceinture blanche qui vient et qui me soumet? Est-ce que c'est pas la honte? Tu vois, ce genre de truc te passe par la tête, quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr, Et hein. même si tu fais des médailles d'or et des trucs comme ça, bah, tu as toujours ce doute, quoi. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr, après, ça reste les sports de combat, hein. Bon, c'est pas des maths, hein, c'est pas 1 + 1 = 2. C'est vrai que tu peux être amené à perdre, bon, je veux dire, tu peux être un grand champion et te faire mettre KO par un Oui. mec qui commence. Enfin, ça, après, c'est sûr que c'est pas une science, quoi, hein. Mais Mhm. ouais, non, faut l'accepter. Après, après, c'est cool, ceinture bleue déjà. C'est déjà, ça veut dire que t'es assidu et que ça avance bien quand même. Ah oui, oui, je pense. Bah, en fait, je l'ai déjà un peu expliqué, ça fait des années que je pratique un petit peu. Mais Ouais, quand j'étais à fond dans la boxe, je devais m'entraîner au sol une fois par mois, une fois peut-être toutes les 2 semaines. ouais, Je occasionnellement. progressais pas vraiment. J'apprenais deux, trois trucs, mais j'avais pas du tout le niveau pour m'aligner sur une compétition, par exemple. Et ça fait qu'un Ouais, an que bah, je boxe quasiment plus. Et du coup, je fais que ça 2 à 4 fois par semaine selon les semaines. Et ouais, c'est bien. bah forcément, bah là, d'un coup, le niveau, il se débloque, tu vois. Tout ce qui a été plus ou moins acquis avant, bah, c'est consolidé. Et puis, on Ouais, apprend de ouais. nouvelles choses, quoi. Même si j'ai essayé de pas, tu vois, tomber, je sais pas ce que tu en penses de ça, de pas tomber dans une trop grande diversité technique. Les premiers mois, je me suis concentré sur les positions et en termes de soumission, le truc que je maîtrisais à peu près, c'est la clé de bras classique, le Jujigatame, tu vois. Et Mhm, j'ai ouais, spammé ça à tout le monde. Tout mon jeu était basé sur aller chercher ce bras, tu vois. ouais, Ou alors c'était contrôler mes positions, mais j'allais pas chercher d'étranglement, j'allais pas chercher de clé de jambe, rien du tout. Maintenant j'essaye de diversifier et ça devient plus chiant de choper un juji, tu vois ce que je veux dire. Alors que j'ai ouais, eu une période où j'en mettais à tout le monde. Même en ouais, compétition, j'ai fait une compète où j'ai fait 4 combats, 3 jujis et un dernier que j'ai pas réussi à finir, mais plus par la pression de me dire putain tu gagnes au point, prends pas de risque, tu vois. ouais, ouais, Et, ouais. voilà. Et tout Ah, ça parce que je me suis dit, pas trop de diversité technique, comme ça, cette technique que tu travailles, tu la maîtriseras bien. Donc, je sais pas ce que tu en ouais, penses. bah, C'est une si, stratégie. si, mais là, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Comme disait Bruce Lee, il vaut mieux savoir faire
il vaut mieux travailler 10 000 fois un seul coup de pied qu'une seule fois 10 000 coups de pied. Mm. Et c'est vrai que je pense que ce qui est très important, surtout quand tu fais du MMA par exemple, c'est de savoir d'être bon un peu sur chaque zone de combat. Pareil pour le jiu-jitsu, hein. Je pense que ce qui est bien pour toi, c'est que tu saches qu'il y ait une soumission que tu saches très bien faire de chaque positionnement. Euh, Mm. Idéalement, tu vois, bon, que tu gardes ton juji, mais même par exemple sur la prise de dos, par exemple, quand tu es le dos de quelqu'un, euh, tenter de faire semblant de partir sur un étranglement, mais en fait, pour prendre le bras et partir sur un juji depuis son dos, tu vois, Mm. par exemple, vous restez toujours sur ton juji, mais être capable d'avoir quand même une bonne technique sur à peu près chaque positionnement, que tu sois sur le dos, que tu sois, par exemple, depuis ta position montée, que tu saches faire une Americana parfaitement, mais que à la limite, tu sais faire juste une Americana, mais que tu saches pas forcément partir sur 50 soumissions depuis la position montée. Mm. C'est pas grave. Ce qui est bien, c'est de savoir Ouais. en faire sur chaque position, depuis chaque position. Moi, par exemple, hein, honnêtement, je le dis souvent, il y a des gens qui en rigolent un peu, mais moi, j'ai commencé, j'ai fait le plus gros de ma carrière, énormément de KO et mes premiers titres, etc. Euh, je m'étais jamais servi de ma jambe avant en middle. Euh, Enfin, voilà, par exemple, moi perso, ma jambe avant, ou même les middle en général, je les utilise très peu, tu vois, même si les gens, ça marque des points et tout. Moi, j'ai des très bons points, je me sers beaucoup de mes coups de coude et de mes genoux Mm. et low kick. Mais j'ai jamais été un grand technicien à marquer des points et des points et des points. Bon, je suis pas trop scoreur non plus, c'est pas trop mon style. Moi, j'aime bien combattre pour combattre, voilà, essayer d'avancer. J'avance beaucoup et je cherche à mettre KO, ou même si c'est en MMA, je vais chercher à mettre KO ou à emmener au sol pour pouvoir, si ça va au sol, pour essayer voilà, de frapper comme il faut. Et si je vois une ouverture, prendre un étranglement, une chose comme ça. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'ai jamais été un grand technicien à utiliser énormément mes jambes pour mettre des points, par exemple. Mm. Et il Ben, n'empêche que voilà. ça demande quand même un travail incroyable. Quand tu vois des gars, tu sais, qui viennent du taekwondo, du karaté, qui font beaucoup de coups de pied retournés, de trucs un peu Mm, spectaculaires, mm, c'est pas inné, quoi. Il y a un travail monstrueux derrière. Et c'est pas forcément, si tu pars de rien, je pense, hein, le plus rentable, oui, de passer des heures et des heures et des heures et des heures d'entraînement à travailler ce coup de pied retourné que tu vas mm, peut-être placer face à c'est vrai. un type d'adversaire bien particulier, parce que tu as dû le vivre aussi. Parfois, tu sais faire un Mm, truc un peu fancy, mais ouais, sur un adversaire déterminé qui est un bulldozer en mode marche avant, ben, ça passe pas, tu vois. mm, ouais. Et si tu sais faire que ça, t'es bien dans la merde, quoi. Ah oui, non, mais totalement, hein. De toute façon, enfin, il vaut mieux rester dans l'efficacité. Ça reste un combat, hein. On le disait un peu plus tôt, mais le but, ça reste quand même entre guillemets, de tuer ou être tué. Enfin, ça reste un combat. Et c'est vrai qu'il vaut mieux chercher l'efficacité. Pour moi, dans des sports type la boxe thaï, le MMA, le K1 par exemple, où tu as le droit au low kick, eh ben, si tu es capable de mettre des bons coups de poing, les points et les low kicks, ça reste ce qu'il y a de plus efficace. Sûr, Moi, c'est l'essentiel des coups qu'on voit, en fait, hein. ouais, voilà, mais après, ça reste les coups, tu peux stopper. Après, mettre beaucoup de middle de la jambe avant pour marquer des points, il y a des techniciens qui font que ça et ils gagnent leur combat à la décision. Mais moi, j'ai un peu de mal aussi avec ça. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis 2019, je me suis consacré au MMA et j'ai un peu mis en pause la boxe thaï et le K1. C'est devenu trop, surtout en Europe, là, c'est devenu trop. Tu sais, ils vont te mettre un petit coup de pied de la jambe avant, vite fait qu'ils touchent. Après, ils se sauvent, ils reculent de 3-4 mètres, ils tournent, ils refont la même chose et ils marquent leur point et ils gagnent la décision comme ça. Et toi, Mm. tu passes ton temps à courir derrière. Moi, je fais pas ça pour ça. Moi, c'est un combat, c'est un combat. Le but, j'avance et je cherche à mettre KO mon adversaire et j'espère que mon adversaire est capable de rester à distance en face de moi et d'envoyer les coups aussi, tu vois. Et du coup, c'est devenu un peu trop chat à la souris maintenant. Et du coup, Ouais, c'est ça clair. m'a Et saoulé. puis, d'ailleurs, théoriquement, dans les règles de la plupart des fédérations de boxe, et c'est souvent oublié, je pense, par les arbitres, hein, mais pour qu'un coup, les points soient comptés pour un coup, il y a normalement écrit dans les règlements que le coup doit être donné dans l'intention de mettre KO. Et, euh, et, Exactement. et ça, c'est souvent oublié, quoi. Parce Ouais, c'est qu'ils confondent un peu ça. Cette notion d'intention, elle est souvent oubliée. On se dit, OK, il y a de la percussion, ça fait du bruit, c'est dans l'intention de mettre KO. Pas forcément.
Tu vois, Non. un vieux jab au Et corps en reculant de 4 mètres derrière, ça peut pas être ouais, dans l'intention de mettre KO, quoi. non, non, je suis d'accord. C'est vrai que et d'ailleurs, il devrait, pour moi, ça devrait être un des caractères, 1er du scoring, des décisions, dans les sports de combat, on va dire, qui sont au moins les sports de combat, spectacle, quoi, comme je disais, plus tôt, MMA, le K1, la boxe thaï, la boxe anglaise et cetera. C'est l'agressivité. L'agressivité d'un des combattants, ou au moins d'un des combattants, devrait jouer sur la décision finale. Moi, si le mec, il passe son temps à se sauver dès que j'avance, mais que dès que moi, quand j'avance, j'envoie tout ce que j'ai sur des enchaînements ou même sur juste un coup, mais puissant pour essayer de mettre KO mon adversaire, ça devrait jouer en compte. Le C'est fait clair. voilà, il y en a un qui fait le combat, littéralement, il emmène le combat. C'est Mm. lui qui cherche à combattre. Il y a du public qui est là, qui a payé pour voir un combat. Le mec qui est agressif, il devrait gagner des points normalement. C'est Et sûr. là, ça, on le voit moins. Ouais. Je sais pas si t'as écouté un peu nos podcasts. J'ai fait un super épisode avec Dave Leduc, que tu connais peut-être, Ouais. qui est J'ai, vegan j'ai pas aussi. encore écouté tes podcasts et je vais commencer Ben, à, je te à conseille cet m'imprégner un peu de épisode votre. en tant que passionné. Tu devrais kiffer parce qu'on parle aussi beaucoup de technique. Alors, je sais que ça peut saouler même par certains auditeurs qui sont moins intéressés par les sports de combat et plus par le véganisme. Mais bon, bah, c'est la niche qu'on a choisi d'exploiter. Mais en tout cas, on parle beaucoup de technique avant de parler un peu des animaux et de véganisme. Et, euh, et on parle de ça, du fait que dans le Letway, qui est son sport de prédilection, il n'y a pas de scoring system. Donc, au final, tu te retrouves avec des J'ai styles. combattu. Tu as eu l'occasion de combattre dans ce style-là? J'ai combattu 2 fois, ouais, quand Alors, j'ai tourné un peu en Asie. qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Bah, pour moi, c'est idéal. Pour moi, c'est idéal avec mon style de combat aussi. J'ai jamais été un grand scoreur, etc. Pour moi, c'est idéal et ça me paraît logique. Après, moi, ça me paraît logique. Bon, ça reste combat, hein. Moi, je suis beaucoup habitué au combat réel, etc. En plus, on a créé notre système de combat qui est vraiment combat réel pour militaires, entre autres, avec mon frère. Donc, c'est vrai que pour moi, un combat, ça reste un combat. Si les deux finissent debout, les deux finissent debout. Il n'y a pas de gagnant et de perdant. Donc, c'est vrai que moi, le côté sans scoring et que seulement un KO pourrait décider, ou après un KO, une soumission déciderait de la victoire, moi j'apprécie. Voilà, Ça j'apprécie. existe aussi dans le grappling, pour ceux qui ne connaissent pas et qui se poseraient la question. Ça existe C'est les vrai. combats qui se finissent à la soumission, sinon rien. C'est vrai. Sans scoring system, et j'aime aussi bien le concept. Mm. C'est, je peux comprendre que c'est frustrant pour le mec qui a dominé tout le combat. Ça, je le conçois. Et oui, en fait, c'est des choses qui sont intéressantes dans des situations où c'est serré. Parce Ouais, qu'effectivement, quand le combat il est serré, en réalité, c'est jamais juste. Celui qui gagne, il se dit bah, tant mieux, j'ai gagné. Mais celui qui ouais, perd, il est toujours dégoûté. ouais. C'est vrai que, en plus, bon, alors ça, c'est un peu le côté négatif, hein, de vivre à l'étranger, de combattre toujours à l'étranger. Moi qui ai combattu toujours à l'étranger, donc tu es toujours chez ton adversaire. Donc déjà, il a le public, il a très souvent les juges dans beaucoup d'organisations. Mhm. Euh, Moi, combien j'ai vu de soirées, moi j'ai fini normal. Mon adversaire en face, il avait les deux yeux moitié fermés. Il a fini en fauteuil roulant puisqu'il ne pouvait plus marcher. Tu le fais compter 2 fois dans la soirée, etc. Il arrive quand même à la décision, le mec, et il gagne la décision, puisque c'est un Anglais en Angleterre ou un Canadien au Canada ou je sais pas, un autre pays, quoi. C'est vrai que c'est surtout ça, c'est frustrant, quand tu te fais voler la décision. Donc c'est vrai que s'il n'y avait pas de décision, bon, la question se poserait pas. Mhm. Mais Oui, bien sûr. c'est vrai que quand c'est serré aussi, toi, de ton point de vue, tu as toujours l'impression que tu as gagné. Mm. C'est vrai que Après, l'égalité, dans un combat où il n'y a pas une franche domination, c'est quelque chose que je trouve assez beau, tu vois. ouais, Surtout dans cette notion de partage avec ton adversaire où t'es, comment dire, t'es quasiment intime un petit peu avec ton adversaire. Si tu l'as pas largement dominé, bah c'est assez équitable. ouais, bah ouais, t'es deux guerriers qui se sont donnés pendant 15 minutes ou suivant le temps de ton combat. T'as tout donné, voilà. Et c'est vrai que oui, ça me paraît
assez logique. Et souvent, d'ailleurs, j'aime bien même quand c'est des split decisions, que ça reste des décisions partagées. C'est presque en égalité. Il y a au moins un juge sur les trois qui a donné la décision pour toi. Euh, Parce que souvent, c'est très serré, mais il donne une décision totale à un. C'est vrai que c'est frustrant, hein, pour le perdant. Après, bon, ça reste aussi, encore une fois, c'est pas des maths, mais bon, puis alors, il y a aussi beaucoup, beaucoup de problèmes de scoring. Suivant les pays, ça change. Suivant les disciplines, ça change. Oui, Ça, non, c'est c'est assez clair. compliqué aussi. Et tes combats en lightweight, du coup, tu les as gagnés. Je sais que tu as 2 égalités, c'est ceux-là ou c'en est d'autres? Ouais, non, j'ai eu une égalité et une victoire D'accord. pour ça, ouais. Et t'es Et allé les après, faire ouais, en Birmanie ou enfin au Myanmar ou est-ce que tu as pu ouais. combattre en lightweight ailleurs quoi? Non, on était en Birmanie, nous. D'accord. Ouais, ouais. On avait, Ouais, parce on que avait traversé la frontière. Bah, après, ouais, on avait aussi combattu en boxe birmane aussi, ouais. en Khmer. Enfin, je sais pas si tu connais. Bah, je L'ancien connais, et Khmer. d'ailleurs, j'ai vu que Dave va combattre normalement un mec si tout se passe. Parce que Ouais, quand je l'avais eu en podcast, il était plutôt dans un délire où il s'éloignait de la compétition pour passer à autre chose. ouais, il voulait Et plus combattre. Ouais. au final, il devrait combattre un mec de cette discipline-là, un espèce de champion de cette discipline, pour faire une rencontre entre les deux disciplines. Je ne sais pas dans quelles règles ça va se passer, Ouais. mais bien évidemment, on le soutient sur Vegan Fighter, parce que Après, bah, c'est un de nos ouais, invités, et puis il nous représente assez bien. ouais, c'est sûr, ouais. Mm. Ouais, Même le si bon, il combat, est toujours dans la polémique, hein, tu as bien vu. ouais, ouais. C'est son délire, hein. Je pense que c'est comme ça aussi qui fait parler de lui. Ouais, faut faire du buzz, hein, ça reste des sports spectacles. Moi, honnêtement, ça a été le problème. J'ai jamais fait énormément d'argent et je suis pas parce que j'ai jamais été vraiment dans le côté média. Ça, jamais, jamais. J'aurais pu, hein, j'ai refusé des contrats, entre autres des propositions avec l'UFC où j'avais plein d'amis qui allaient. À un moment, on avait un club, j'en ai plein qui allaient, surtout quand il y a eu les épisodes UFC Glasgow, UFC London, etc. Et Euh, qu'est-ce qui a fait que tu as refusé? Parce que c'est le c'est côté quand même perçu ownership. dans l'inconscient Ouais, collectif comme le top du top. ouais. Qu'est-ce qui fait que tu refuses? Bon, en fait, c'est simple, hein. En fait, tu leur appartiens. Donc, en fait, ils te proposent, au mieux, ils peuvent te proposer un combat tous les 10 mois s'il n'y a pas d'annulation de dernière minute. Euh, Tu peux pas combattre ailleurs, dans aucune organisation, aucune autre discipline. Ah ouais. Il faut que tu payes tes photos, il faut que tu payes. Enfin, c'est euh, c'est bien si tu es une tête d'affiche. Mais si tu commences, quand moi j'étais à une époque où je faisais un combat par mois pour vivre de ça, quoi. Je faisais un combat par mois, un combat tous les 2 mois, dans plein de disciplines différentes, dans plein d'organisations différentes. Pour moi, c'était pas idéal. C'était pas idéal, même si oui, Ouais. tu as envie pour le côté comment, parce que voilà, Ouais, pour le nom, mais en fait, tu c'est mises plus tout dessus. connu pour le nom. Tu Mais mises ouais, tout sur autant l'UFC, à la, quoi. ouais, Mm. autant à la limite, je serais plus à accepter un contrat avec le One ou avec le Bellator qu'avec le FC. Ils sont plus open à ce niveau-là. Est-ce que leurs gars peuvent combattre dans d'autres organisations quand tu es au One ou... Non, le One, je me demande. Je suis pas sûr, mais je crois. Bah, le One, ce qu'ils ont Euh, quand même de différent, Après, c'est que dans le One, tu as de la boxe taille, tu as du grappling, déjà, et tu as des ouais, événements très souvent. C'est-à-dire que je pense que c'est ça. celui qui fait un peu le show et qui a envie de combattre, il combat aussi, pas aussi régulièrement qu'il veut, mais presque, quoi. C'est ça, ouais. Mm. C'est vrai qu'après, ça, c'est ce qui est un peu compliqué avec. Les orgas ont trop, trop de combattants et du coup, ils ont. Bah, les mecs, ils attendent un an. Enfin, voilà, moi, je connaissais un gars, il me dit, ouais. Enfin, un des gars avec qui on s'entraînait et tout, hein. Euh, Danny Henry s'appelait. Bon, voilà. Lui, il avait un magasin à lui en centre-ville et tout. Il me dit, ouais, vas-y, je lâche mon magasin, je veux mettre à fond dans ma carrière parce que j'ai signé, enfin, j'ai signé à l'UFC et tout. Et ouais, c'est cool. Mais ils lui ont proposé un combat, un deal de 3 combats. Voilà, il a fait le premier. Le mec, il a fermé. Du coup, il est obligé de retourner habiter chez ses parents parce qu'il a fermé sa boutique pour faire que ça. Et au final, il a fait un combat. L'autre d'après, c'était 13 mois plus tard. Et ils lui ont même pas ils lui ont même pas laissé faire son Interminable. troisième, tu vois. Donc, c'est ça, Oui, quoi. parce que eux, en plus, ils peuvent prendre des libertés sur ce contrat, quoi.
Ouais, voilà, non, mais ouais, C'est 3 combats, le c'est mec, 3 combats, quoi, tu vois. il a fait première victoire, il a fait une première victoire, une deuxième, le deuxième combat, c'était une défaite. Normalement, il t'est assuré un troisième combat si c'est dans ton contrat. Bah S'il oui. avait refait une victoire, il aurait dû avoir un deal de au moins 3 combats. Et ils l'ont même pas, ils ont cassé le contrat avant. Alors que le mec, voilà, il avait une boutique en ville, il a fermé son truc pour se consacrer à ça. Mm. Après, c'est ça. Après, ça reste bon, c'est compliqué, hein. C'est sûr que c'est compliqué. Si t'es pas une tête d'affiche, on en voit beaucoup, hein, même d'ailleurs des pseudo-têtes d'affiche, hein. Moi, je suis pas trop, parce qu'il y en a beaucoup, c'est des têtes d'affiche à l'UFC, tout le monde les connaît, mais moi, je suis Ouais, mais pas en plus fait, fan. Moi, je suis pas il y a fanboy. beaucoup de combattants à l'UFC. La plupart, on les connaît pas. On connaît peut-être que 10-20% des Ouais, combattants de l'UFC. Quand on suit ouais, le exactement. MMA. Exactement, ouais. Et en plus, les gars, même des têtes d'affiche, hein, enfin des relativement connus qu'on voit régulièrement, hein, ils sont obligés de bosser à côté pour payer leurs factures, puisque ils ont pas de combat régulier, ou c'est compliqué, à part vraiment, voilà, il y a une dizaine de noms que tout le monde connaît qui gagnent beaucoup, mais c'est Oui, comme bien tout. sûr. Ils gagnent Et beaucoup, encore, mais ils gagnent pas, ils gagnent rien par rapport à ce que le promoteur se fait, quoi. ouais, c'est clair. Et puis, enfin, c'est pas durable. Ils gagnent beaucoup ponctuellement, mais en réalité, leur carrière coûte cher. C'est aussi un truc qu'on oublie. Comment? Parce que toi, tu gagnais ta vie en faisant tes combats, mais c'est quand même un rythme de vie qui coûte cher aussi, parce qu'il faut t'entraîner, il faut des gens pour t'entraîner. Alors, toi, tu avais la chance de t'entraîner avec ton frère. Est-ce que vous vous démerdiez vous coacher l'un l'autre à l'entraînement beaucoup Ouais, aussi? Ou est-ce ouais, ouais. qu'il Alors, y a des mecs qui vous tenaient les pavots, ce genre de truc? Ouais, alors on a toujours. Alors déjà, moi je sais pas où ils sortent leurs camps. Ils font des camps dans des salles, ils en ont pour des milliers. Je sais pas comment ils se démerdent. Moi perso, partout où j'ai C'est été ça la dans le monde, question, ouais. Ouais. partout où j'ai été dans le monde, moi je donne 50 balles par mois dans une salle et je peux profiter, je m'entraîne. Et même ma salle, moi ici, notre abonnement, il est à 50 balles par mois. Tu t'entraînes, il y a des cours tous les jours. Mais bon, c'est différent quand tu es pro parce que tu t'entraînes souvent la journée, tu es entre professionnels. T'en as qui tiennent les PAO ou qui tiennent, etc. Régulièrement, on fait du sparring. Bon, on fait du sparring, on tourne tous ensemble. Tu finis, tu te mets au sac, tu fais ta prépa physique. Bon, moi, j'ai jamais payé un coach personnel, tu vois, qui soit derrière mon cul pour faire, 10 burpees à la fin et de la battle rope, tu vois. Je veux dire, Mm. ma prépa physique, je me la fais moi à la fin. On a tous appris en grandissant, mais moi j'ai toujours eu des entraîneurs. J'ai toujours eu des entraîneurs avec nous. On a toujours eu... Après, enfin, pro, moi je me suis toujours entraîné dans des groupes où voilà, tu es un groupe de professionnels, on tourne tous ensemble, on travaille ensemble, quoi. Et voilà, moi j'ai jamais sorti des milliers et des milliers pour Et faire ouais, mes ouais. prépas, quoi. Tu Bah, vois. peut-être que je me dis, pour prendre la défense de ce système, je pense que quand tu es Francis Ngannou, tout le monde ne veut pas faire du sparring avec toi, tu vois. Et peut-être que là, Ouais, des gars comme ça, peut-être que c'est normal qu'ils payent enfin, tout ce qui est poids lourd en boxe anglaise ou en MMA, je pense que ça doit être compliqué. Mais pour l'immense majorité des gens, qui sont en plus pas des noms qui sont enfin, je veux dire, Ngannou, même si t'as jamais tourné avec lui, t'as peur, tu vois ce que je veux dire. C'est des, mm, c'est des trucs intimidants, quoi. Le reste du temps, en fait, tu pourrais très bien t'entraîner, j'allais dire, dans un club municipal, dans une petite ville. C'est un peu compliqué, mais tu pourrais en soi, ouais. quoi. Tu vois, c'est du moment que tu as les Ouais. partenaires d'entraînement qui sont de qualité. En soi, du moment que tu as des sparring partners, et à la limite, un entraîneur qui est capable de te tenir la patte, patte d'ours ou pas au, histoire de te faire cracher, de te mettre en condition. Après, ça reste aussi de la discipline, hein. Bon, Mm. moi, j'en vois énormément. S'ils n'ont pas tel entraîneur avec eux le jour J et ou durant toute la prépa, ils peuvent pas combattre, quoi. Je veux dire, excuse-moi, moi, j'ai besoin de personne pour aller faire des sprints dans une côte ou dans des escaliers. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est après, ça reste de la discipline. Je suis tout à fait d'accord Mais, avec toi. J'avais eu le débat un peu avec Franck, c'était l'épisode, je ne sais plus, 7 ou 8, qui lui donne des cours d'arts martiaux vietnamiens, notamment. Et on avait ce débat un petit peu sur est-ce qu'il faut intégrer de la préparation physique aux entraînements, quand tu es coach, aux entraînements de Muay Thai, de boxe ou d'arts martiaux, qui sont destinés au grand public, avec essentiellement des pratiquants loisirs. Donc son mm, opinion, c'était plutôt oui. Et en soi, je suis plutôt d'accord parce que la plupart des gens, les pratiquants loisirs, ne font rien d'autre à côté. Mais ouais. celui qui est combattant, à partir du niveau amateur, je considère qu'il devrait, enfin, je sais pas ce que tu en penses, je considère qu'il devrait se préparer physiquement, à part que ce Ah, soit si en, tu veux en cours combattre. collectif spécifique pour ça, ou dans son coin. Le cours de Muay Thai, c'est fait pour faire du Muay Thai, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en Ouais, ouais. penses. Non, non, je suis d'accord. Si tu veux combattre,
c'est ta responsabilité. Oui, ça peut être ton entraîneur parce que techniquement, un entraîneur intelligent, il ne veut pas envoyer son gars au casse-pipe. Mais c'est ta responsabilité. Tu as prévu de combattre. Tu as prévu de combattre. Si ton entraîneur te dit pas, te fait pas faire un parcours de CrossFit à la fin de chaque entraînement pour te préparer physiquement à côté, eh ben, c'est à toi de prendre la responsabilité de le faire toi-même. Et moi, je sais que j'ai toujours fait mes prépas à côté. Mm. Ou entre nous, entre gars, voilà, on est tous combattants dans une salle. T'en as deux qui combattent ce week-end, un qui combat la semaine prochaine, l'autre le mois prochain et tout. Bah, on part, même ceux qui combattent pas avant dans 2-3 mois, bah, tout le monde court ensemble, tout le monde, il y en a 3-4 à la fin, ils font un circuit training ensemble, tu vois. Enfin, après, Non, c'est mais ça c'est aussi. un peu de leur initiative quelque part. Ouais, c'est un peu ton initiative. Après, tu as des coachs, hein, qui te disent fais ci, fais ça, etc. Tu vois. Mm. Je te dis pas que Canelo, c'est peut-être, il a probablement un préparateur physique, tu vois. Mais Oui, bah oui. Mais bon, ça reste voilà. ton initiative. Et ça reste des sports. Faut pas croire, mais on n'est pas au Real Madrid, tu vois. Ça reste des sports où peu importe. Même Ngannou, s'il veut un préparateur physique, bah, c'est probablement à lui de prendre la démarche et de payer un préparateur physique ou de Bien demander sûr. un préparateur physique. Tu vois. Après, pour revenir un peu à ce que tu disais, même un mec comme Ngannou, tu vois, faut pas croire dans une salle, dans n'importe quelle salle, dans des pays type aux États-Unis où il y a des gros gabarits, etc. Le mec, dans n'importe quelle salle, tu as des mecs qui ont le niveau pro UFC, hein, mais qui combattent peut-être même pas, qui sont peut-être juste là en loisir, qui peuvent faire du sparring avec lui. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de gens Ouais, qui pensent limite que. serait content d'avoir l'honneur, entre guillemets, de se faire Ouais, un et peu qui de peuvent, sparring avec un mec comme voilà, et qui peuvent, et qu'on le niveau et le poids pour faire des rounds avec des gars comme ça. Oh, parce que beaucoup de gens mettent les mecs type ouais, UFC et tout, les gars ils sont à l'UFC ou ils sont au Bellator ou ils sont au One, je sais pas, ouais, tu sais, ils les mettent sur un piédestal tout le temps, mais il faut pas croire, hein, ça reste des mecs qui sont. Ils peuvent très bien faire du sparring avec des mecs qui ont un niveau amateur, mais qui s'entraînent régulièrement, qui font à peu près le même poids. Tu vois, je veux dire, il y a bon, des sparring partners, tu peux en trouver partout. Hein. C'est ça. pas bon. Après, il suffit de mettre un casque et puis voilà, puis y aller, quoi, aller de l'avant. Mm. Mais c'est sûr que la prépa physique, ça reste ton initiative. Enfin, pour moi, même si tu veux engager un coach à côté, ça reste ton initiative. À moins vraiment que tu sois extrêmement riche et que tu es un manager, et encore, même en boxe anglaise, Ouais, bien sûr. c'est ils Ouais. ont ils ont pris un préparateur physique dans la salle, tu vois, et puis voilà. Ouais, c'est clair. Après, tu vois quand même le niveau des mecs, c'est-à-dire que quand j'étais en Thaïlande, j'avais tourné avec un gars qui combattait au One, qui tenait le camp dans lequel je m'entraînais, qui s'appelle Mehdi Zatou, je sais pas si tu connais, c'est un Si, gars si, qui a ouais, quelques ceintures en ouais, Muay Thai, il me semble, ouais, ouais, je mondial. connais. Et c'est vrai que j'étais impressionné, il était dans cet état d'esprit quand il faisait du sparring avec nous, et pour le coup, il faisait enfin, à chaque session de sparring, quasiment, il était là. Hein. Ouais. Il nous cassait pas la gueule, tu vois, mais il se Ouais, laissait bah pas non. battre, en Ouais, aucun ouais, cas. bah non. Tu Mm, vois. Et c'est mm. vrai que j'avais vu un gap entre ce mec-là. Il y avait aussi un ou deux gars du Glory qui étaient venus s'entraîner pendant que j'étais là-bas. Et tu vois quand même qu'il y a une précision qui est supérieure, qu'il y a une rapidité, qu'ils sont quand même sur une autre planète que la plupart des amateurs qui étaient là, quoi, tu vois. Ah oui, bon après, c'est là que tu vois la différence, hein, avec des pros, etc. Ça va être, tu sais, tout ce qui est timing, technique. Même pas tant technique, parce qu'il y en a, c'est pas des grands techniciens forcément. Mais Non, voilà, pas c'est trop. surtout Hein. le timing, quoi, qui Ouais. fait, tu vois, le timing, le cardio. Moi, je fais des sparring avec n'importe quel gars de chez moi, même dès qu'ils sont en prépa et tout. Bah, pendant, tu sais, je discute, quoi, pendant les interrounds où je Mm. transpire à peine. Les gars, ils sont à bout, quoi. Alors Ouais. qu'ils s'entraînent peut-être plus que moi en ce moment. Mais après, ça, c'est l'habitude, c'est l'expérience, des choses comme ça, quoi. Oui, oui, bah C'est sûr. voilà, tu restes dans cet état d'esprit où tu vas pas non plus le fusiller. Le but, c'est pas de détruire son Non. corps et son esprit, quoi. C'est Mm. qu'il progresse aussi, mais que toi, quelque part, tu progresses aussi parce que tu Exactement. domines sans puiser dans tes réserves, tu vois. Exactement. Ça, je l'ai toujours dit. Si tu veux combattre, même un professionnel, même un amateur, si tu veux combattre, faire quelques rounds des fois avec quelqu'un qui est un peu en dessous de toi et que tu domines à l'entraînement, ou que tu domines en sparring ou quoi, c'est très bon pour la confiance, etc. Hein. C'est Mm. c'est hyper important. C'est Le clair, bah, mec que ça, tu vas. je suis tout à fait d'accord. Je l'ai un peu subi ces derniers temps parce que je me disais en mode un peu guerrier, tourne surtout avec les mecs plus forts que toi pour qu'ils te tirent vers le haut. Et je me suis retrouvé à faire quelques semaines à tourner, je parle en JJB hein, parce qu'aujourd'hui je fais quasiment que ça, qu'avec des mecs plus lourds ou plus gradés. Et en fait, tu passes un mois à te faire rouster. Au niveau Ouais. confiance en Ah, moi, c'est j'étais pas au très fond du cool. trou, quoi. Tu vois, Ah ouais. Ouais, ouais, il fallait que je tourne un peu avec
avec des ceintures blanches, avec des mecs plus légers, des filles, et encore que, parce que je suis très fier d'elle, mais ma compagne n'est pas du tout la plus facile à appréhender. Tant Ouais, mieux. ouais. Ouais, tant mieux. Je suis obligé d'aller mettre une certaine agressivité. Je sais pas si tu as ce cas-là aussi, mais parfois les petits gabarits, tu Ah peux ouais, ouais. difficilement les gérer sans une certaine agressivité parce que ça va vite. Ouais, Ça ouais. met beaucoup Non, mais c'est d'énergie, sûr. beaucoup de vitesse. Alors que les plus lourds, bah, tu peux finalement plus tourner sans violence, entre guillemets, parce que ça se joue plus sur la force et moins sur l'explosivité. Enfin bref, je Ouais. m'égare, mais en gros, ouais, il faut de temps en temps dominer un peu, quoi. Sans faire mal aux autres, hein, sans ruiner leur confiance en eux aussi, ça fait partie du jeu. Ouais, Je ouais, ça pense fait pas qu'on partie veut du dire jeu, qu'il ouais. faut dominer tout le monde et tout le temps. Parce que je pense que si t'es le meilleur de ta salle et que personne peut te toucher, tu progresses pas non plus. Tu vois. Non, après, non, c'est sûr qu'après, il faut aussi aller voir ailleurs, hein, des fois. Pour, moi, je sais, quand j'avais vraiment fait le tour de ma région, quand j'étais jeune, et cetera, on est parti sur Saint-Fond, en banlieue lyonnaise. On était à la Tina Cerca, je sais pas si tu Mhm. connais. Vraiment, Non. hein, avec des grands champions type Fabio Pinca, Ouais. Abdallah Mabel, et cetera. Donc nous, on allait s'entraîner là-bas après. C'est là que tu, que tu peux progresser encore après, un Mhm. niveau au-dessus. Une fois que tu es le meilleur de ta région ou de ta salle ou quoi que ce soit, après, il faut se remettre en question, il faut pouvoir aller voir ailleurs. Nous, on a souvent été faire des stages, enfin des stages, une semaine d'entraînement par-ci par-là. Aussi, on allait dans les Hauts-Pays-Bas, on allait en Hollande, on allait beaucoup en Pologne, etc. Voilà, bah, pour rencontrer d'autres mecs, après tourner avec d'autres gars dans d'autres salles professionnelles. Euh, et ouais, après, il faut toujours se remettre en question, toujours avoir des nouveaux adversaires, pas toujours tourner qu'avec des droitiers, par exemple, Mhm. ou pas toujours tourner qu'avec des gauchers. C'est sûr que c'est très important, hein. Mhm. Mais c'est important de gagner ses sparring. Ouais, Gagner ouais, ses ouais. sparring, que ce soit contre des plus forts que soi, d'essayer de gagner, que ce soit contre des plus faibles que toi, de dominer du début à la fin, de te faire toucher le moins possible, de marquer le plus de points possible. Mhm. Si le mec accélère de trop parce que c'est un débutant, il frappe fort, 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 bah, Mhm. le remettre à sa place aussi. Ça lui apprend un peu aussi comment ça se passe dans les salles. Et toi, ça te met ça te met en confiance aussi. Mais ouais, ouais. Mais c'est vrai que bah, tu sais quoi, j'ai eu ce cas avant-hier ou mercredi soir, je sais pas quel, ouais, il y a 2, 3 jours. J'ai tourné en MMA, ce qui est très rare, parce que voilà, j'avais des choses à partager sur un entraînement donné, parce que j'ai fait un stage avec Tom Duquesnoy lundi dernier. Je pense que tu connais. D'accord. Ouais. Super gars d'ailleurs. Et j'espère l'avoir sur le podcast. On a discuté un petit peu, parce qu'il est aussi un petit peu sur ce type d'alimentation, que je le Mm. recevrai peut-être. Et donc, je suis allé transmettre un peu ces informations dans mon club, sur un cours de MMA où je vais pas souvent. Et ça s'est très bien passé. Et au moment des sparring, j'ai un petit jeune qui parle pas français en plus, donc c'était difficile de communiquer avec lui. Ni français ni anglais, tu vois, c'était compliqué. Et le mec essaye clairement de me détruire, quoi, tu vois. Ouais. Mais sans avoir le niveau, mais en plus avec des petites mitaines de combat, tu sais, il y en a beaucoup dans les cours de MMA, j'ai presque envie de Ouais, leur dire, ouais, arrêtez de faire ça, quoi. Vous voulez faire du sparring ouais. en MMA, équipez-vous avec des trucs, protégez-vous, ça sert à rien le jour d'un sparring de vous casser la gueule à main nue, Ouais. ce genre de truc. Bon, bref, petite mitaine. Et le type, moi je mets toujours un casque quand je fais des sparring MMA parce que Mm. bah, t'es en mitaine, ça va vite quoi dans la Ouais. tronche, ça te marque vite la tête. Mm. J'ai un boulot où ça peut vite poser problème quand t'es marqué. Alors quand t'es à fond dans tes combats, tu le justifies, mais quand c'est juste pour un Mm. entraînement, ça fait chier. Ouais. Et donc je mets le casque avec une petite grille, tu sais, pour me protéger. Mais même Ouais. avec ce casque-là, je vois bien que le type essaye de m'arracher la tête. Ouais. Donc, Ouais. une fois, j'ai essayé de prendre cette habitude de au moins prévenir le mec une fois, tu vois, d'arrêter, de dire, écoute, baisse d'un ton, parce que sinon, je vais te rendre les coups, quoi. Et Ouais. bon, là, il l'a pas fait, peut-être qu'il a pas compris. Et j'allais pas non plus lui arracher la tête. C'est ça qui est dur. Comment tu fais pour remettre un mec à sa place sans lui faire vraiment mal? Bon, moi, les low kicks, ça me paraît une bonne solution, souvent, dans ce genre de sport. Ouais. Donc, le Ouais. type, je pense qu'il a Le, pensé à moi le lendemain le- pour monter le moindre escalier ou pour se lever de ouais. son. Mais ouais, 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 mais t'as ce truc quand même. Dans ta tête, tu dis, bon, il faut que je le punisse, quoi.
Ouais, non, mais c'est bien pour lui aussi, hein. Parce qu'il y a des règles aussi, je veux dire, dans les salles. Après, il fait ça contre toi, puis après, il fait ça contre un mec qui vient de commencer aussi, ou tu vois, ou C'est ce contre que une je me suis fille, dit. ou c'est Mm. ça. C'est ce Non, que je me dis mais souvent dans ces cas-là. C'est, tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, bah toi, je suis content que tu sois pas contre ma meuf, tu vois. ouais, non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, C'est clair. il était là et je lui ai dit, lui, tu tournes pas avec lui, quoi. C'est Ouais. sûr et Non, certain. mais moi, souvent, ces gars-là, tu sais, j'ai tendance à les contrer, tu vois. Où le mec, il avance, j'envoie un crochet, tu sais, j'ai un bon crochet avant, tu vois, je peux contrer n'importe qui avec. Ou je vais le contrer le mec à la mâchoire, ou je vais chercher, tu sais, juste pour, même sans forcément appuyer, tu vois, je me suis mis un peu de vitesse, mais juste pour le mec, tu vois, Un ou le truc mettre un qui coup par choque. terre, ou ouais, un Ouais. truc qui choque, tu vois, lui faire sonner un coup la tête, ou alors, en vrai, le corps, ça va bien, hein. Tu as un bon crochet au corps, ou un coup de genou direct, le mec, quand il se jette sur toi, n'importe comment, Mm. tu sais, ça le calme un coup, tu vois, il se met par terre, il peut plus respirer, bah, ça, il va redescendre, quoi. C'est Mm. après, voilà, faut leur expliquer aussi. Ouais, Mais on c'est leur vrai que, expliquant, bah, tu vois, là, j'ai accéléré, mais c'est aussi que toi, ouais, tu essayes de m'assassiner. Donc, là, je te donne l'opportunité de baisser le rythme. Ça veut pas dire te laisser rouster, hein, mais ouais, un non, peu moins appuyé. Je sais pas si tu fais boxer un peu les mains ouvertes parfois. Moi, ouais, dans les gants de boxe, hein, quand tu as les gros gants, mm, souvent, je conseille aux jeunes ou qui ont du mal à à se contrôler, les débutants, d'ouvrir un peu les mains. Ça ne veut pas non plus dire ouvrir les doigts, hein, à fond, mais mm, de ne pas serrer les poings hyper fort. crispé, Je ouais. trouve que c'est pas mal aussi d'apprendre à faire ça au début parce que tout le monde est hyper crispé quand on débute et tu vidanges Mm, ton énergie. Je pense pas que mm. tu aies les poings ultra serrés tout le temps quand tu combats, hein, même dans tes combats professionnels. Ouais, non, Tu les ça, serres tu quand peux tu pas. frappes, mais Mm, le reste du temps, il vaut mieux se relâcher un peu, quoi. mm, exactement. Souvent, tu gagnes en Ouais, mais- fluidité et tu finis même par gagner tes sparring, entre guillemets, par toucher plus en étant Ah oui, oui. relâché qu'en cognant le plus dur possible tout le temps, quoi. Mm. Mm. Ça, c'est tout à fait vrai. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais bon, tu vois, à chaque fois que je fais un podcast, je l'ai fait avec Dave, j'ai fait avec quelques boxeurs, avec toi maintenant. Là, ça me donne envie de mettre les gants, tu vois. Alors que je boxe Ouais, plus trop, je vais peut-être y aller cet après-midi. J'ai un club de Sanda pas loin de chez moi, ouais. sur Manosque. C'est un copain à moi qui avait boxé avec moi quand j'étais en K1 aussi, qui a ouvert ce club-là. Parce que lui, il est parti dans cette discipline-là. Je sais pas si tu connais, Si, 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 c'est si, sympa. c'est le côté, on va dire, plus compétition du kung-fu, non, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Mais C'est boxe chinoise, quoi. au-delà de l'aspect traditionnel, entre guillemets, Ouais, et c'est puis qui de font un la sol. tenue, du marketing à la con qu'il y a dessus, parce que c'est normal, tu vois, il te faut la tenue Ouais, officielle. Mais bon, tu me diras, c'est vrai en boxe anglaise aussi. Mais bon, oui. tu as les règles qui sont très intéressantes, je trouve, dans ce contexte actuel où on va de plus en plus vers le MMA et la mixité des Ouais. arts martiaux. Mm. La transition pied-point takedown que tu as dans le sanda, elle est super intéressante, je trouve. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. Et du Non, coup, c'est cool. j'y vais. Et puis, comme je t'ai dit, tu vois, ici, moi, je suis du côté de Manosque, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, des clubs de MMA, il n'y en a pas. C'est simple, si je veux tourner en MMA, je dois descendre sur Marseille, j'ai une heure et demie de route. Ouais. C'est improbable, quoi. C'est soit je déménage, Ouais. soit je laisse tomber. Et peut-être qu'un jour, je participerai ou ce sera peut-être de mon initiative d'ouvrir quelque chose dans le coin. J'aimerais bien, si je reste ici. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui manque. Et pourtant, tu vois, il y a ce gars-là, il donne des cours de sanda, il est super bon. Je lui passe un coucou si jamais il écoute. Mais il entraîne dans une salle municipale et le seul créneau qu'il a pu choper, c'est le samedi à 17h, quoi. Tu Ouais. vois. Ouais, Pourquoi? ah, Parce c'est que bah, compliqué. créneaux municipaux, judo, karaté, tai chi, etc., tu vas jamais les déboulonner. Les meilleurs créneaux, c'est eux qui les ont. Et c'est normal, c'est eux qui ont le plus de licenciés, c'est eux qui rapportent, entre guillemets, le plus d'adhérents. Ben, Mm. voilà, quoi, ils sont bien implantés, tu vas rarement les prendre le dessus. Et les salles Ouais. privées, ben, forcément, tu l'as dit, hein, 50 euros par mois, honnêtement, t'es pas si cher que ça. Enfin, vous êtes Non, pas non, si non. cher que ça. Non, Non. et la compétition est rude parce que moi, les gens, ils viennent chez moi, ils sont habitués à la salle de quartier, là, d'à côté qui est en ville et tout. Ouais, tu disais 150 balles par an, ou même Ouais, les 300, mecs, quelque part. ouais, ouais, même 300. Mais les gens, ils se rendent pas compte. Tu vois, ils me disent, ouais, c'est 300 là-bas, et vous, c'est 600 à l'année, 50 par mois, tu vois. Mm, Mais on est d'accord, mais nous, on est ouvert 12 mois sur 12. Eux, ils sont ouverts 6 mois sur 12, tu vois. Les vacances scolaires sont fermées, les vacances d'été sont fermées. mm. Euh,
il y a 2 séances par semaine. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comparable. Mais les gens, ils comparent que le prix directement. Ils voient le prix, machin. Mais ouais, mais moi, j'ai un loyer à payer. J'ai ci, j'ai ça. J'ai 2 business en un qui sont dans Mais c'est la clair. enfin, je veux dire, pour survivre. Ils se rendent pas compte. Mais bon, après, nous, on a la clim, moi, j'ai mon tapis au sol, c'est Dolamur, tu vois? Mm. C'est le même tapis qu'ils ont dans la cage de l'UFC ou c'est pas des tu sais, quand j'ai commencé à faire de la boxe thaï, dans le coin ici quand j'étais jeune, c'était il y avait un ring, si tu étais pas sur le ring, de toute façon, c'était du béton. Ouais, je veux dire, tu sais, on faisait de Oui, la boxe oui, thaï il y en quand a même. beaucoup d'ailleurs qui Mais bon, s'entraînent sur du dur. mais moi ouais, C'est voilà. Mais probable, quoi. chez moi, bah, ouais, bah, moi, j'ai un tapis, il fait 20 000 € le tapis. Il m'a coûté 20 000 € le tapis, tu vois? Mais ouais, ouais. Mais par contre, donc après, ouais, tu payes l'abonnement derrière un peu plus conséquent, mais bon, c'est pas les mêmes, tu pas la même infrastructure, t'as pas les mêmes, Oui, et puis puis c'est vraiment tes honnêtement clients qui payent pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors ouais, que exactement. quand tu payes 300 balles à un club municipal, pour ceux qui sont pas au courant, c'est pas vraiment tes 300 balles qui financent tout, hein. C'est les Ah non. subventions que la mairie, elle fournit. Ah Et oui, c'est très non, bien, mais hein, tant mieux. Je veux dire, pour ça le doit être trop développement bien, des ouais. sports, il y a forcément un intérêt. Mais par contre, en termes de concurrence sur des clubs comme toi, ils sont invincibles, quoi, tu vois? Ah oui, c'est Parce ça, que ouais. Moi, il y a un moment, enfin, tu vois, moi, depuis qu'on est ouvert, j'ai quand même vu, on a peut-être vu, presque 800 personnes au total dans la salle, tu vois? En Mmh, clients. Il y en a qui sont partis et cetera, hein, ce serait le rêve si j'en avais 800 maintenant. mmh. Mais bon, on en a beaucoup qui sont partis. Là, je dois tourner à 200 seulement malheureusement pour le moment. Ouais, Mais, ouais. depuis le début, on a quand même eu à peu près quasiment 800 personnes qui ont fait du sport chez nous. Mmh. Heu à qui on a appris des choses, et cetera, tu vois? Et la mairie, s'ils pouvaient faire un geste aussi de notre côté, ce serait bien parce que c'est vrai que tu ils donnent tout aux associations de quartier, qui ont 20 licenciés et nous, voilà, nous, à côté de ça, pour essayer de combler, tu vois, on est là, on reçoit des groupes, d'enfants handicapés qui font leur rééducation. C'est une association d'enfants handicapés que personne ne veut ailleurs. Ils ont demandé partout pour, si ils peuvent faire du sport chez eux, personne ne les veut. Bah, nous, Mmh. on les a tous les mercredis matins, tu vois, par exemple. On fait des choses comme ça Ouais, bah, pour arriver. bah, évidemment gratos en plus, parce que c'est une asso, donc j'imagine Ouais, ouais, que vous hein, les accueillez volontiers, quoi. ouais, voilà. Après, c'est sûr que ça reste. Comment tu peux. Ça fait développer la salle. Chaque chose fait Oui, bien développer la sûr. salle. Chaque intervention, chose comme ça. Mais bon, c'est sûr que voilà, c'est du boulot, hein. Et les gens ont tendance toujours à comparer, hein. Ils sont là, ouais, à côté, c'est 250 à l'année, 300 à l'année, etc. Bah ouais, mais Mm. écoute. Non, mais c'est vrai, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je suis pas un ultra capitaliste ou quoi, hein, attention, mais en même temps, quand tu veux faire des choses actuellement, du moins en France, je pense que c'est pareil à peu près partout, bah, il faut financer ces choses-là. Ouais. Il y a le matériel, il y a les gens aussi, parce que bon, toi, tu as la chance d'avoir ton frère qui porte le projet avec toi. Vous avez un Mm. professeur que vous avez formé vous-même au sein de la salle. Mais enfin, moi, je voudrais faire ça demain, tu vois. Il faudrait que je paye des mecs, hein. Ah ouais, ouais. Tu Moi, vois, c'est et impressionnant. pour les C'est payer, ça. il faut de l'argent. Il faut bien que, Ah oui, que derrière, tu arrives à c'est avoir ça. des adhérents et tu peux pas leur faire un truc à 10 balles par mois. C'est pas possible. Sinon, tu Ah vas non, avoir non, aucun mais. professeur qui va accepter de venir gratos, quoi. Même Ah ouais, si non, mais après, bon, j'ai la chance c'est. d'avoir un super prof en jiu-jitsu brésilien qui a vraiment le plaisir de transmettre et de s'entraîner. Mais crois-moi que s'il pouvait vivre de ça, il préférerait, hein, Ah tu ouais, vois. non, mais c'est Et sûr. il Après, donnerait beaucoup plus de cours. le Si bénévolat, c'était etc., possible. c'est compliqué, hein. Moi, j'avais un prof. Au début, j'avais yoga ici. Yoga, ça marche pas en France. J'ai arrêté. La prof, c'est 60-70 balles de l'heure. Tu vois, Ouais. quand tu as une ou deux personnes par cours, ça sert à rien. J'avais un prof de cross, de cross training, là. C'est pareil, les mecs, 45 € de l'heure. Mais tu Mm, vois, bah écoute, je le ferai moi, tu vois, où je vais former mon gars et il fera tout en même temps. mm, Enfin, il fera ça aussi, quoi. Bah voilà, parce que tu es obligé, tu peux pas. C'est compliqué de payer les gens en plus, surtout dans le sport, hein. C'est des tarifs qui sont très chers à l'heure mm. et il faudrait que tu aies les cours pleins à chaque fois. C'est compliqué. Tu vois, moi, par exemple, j'ai arrêté les séances d'essai gratuites. C'est les cours d'essai gratuits, je fais plus. Je fais 10 € une séance unitaire. Tu peux en faire autant que tu veux. Ouais, même la première, ouais. Même la première, je fais 10 € la séance. C'est une séance, point. Tu es assuré, tu as ta séance, tu peux prêter du matériel s'il faut. Mm. Par contre, si tu prends un abonnement derrière, je te soustrais les 10 € du premier mois. Tu vois. Ah ouais, ouais, c'est honnête. C'est tout à fait honnête, ouais, c'est clair. Mais voilà, mais parce qu'en fait, si tu veux, il y a un moment donné où tu es obligé.
T'avais les mecs, j'avais un gars, il était client chez moi, il ramenait un cousin tous les 2 jours, tu vois? Il ramenait un pote tous les 2 jours. Mais le mec, il venait juste faire une séance comme ça pour rigoler et puis il revenait jamais. Bah, c'est Ouais, ça, au bout d'un moment, tu te dis: «Bah, écoute, je vais facturer et puis ça me permettra de payer autre chose» ouais, et c'est du clair. coup, Et puis, on a proposé si la le mec séance il est avec pas prêt à Benoît. mettre 10 balles une fois, tu as quand Ouais, même assez peu de c'est sûr. chances que le gars s'inscrive et accepte de payer 50 euros par mois, quoi. C'est ça, ouais, exactement. De toute façon, moi souvent, d'ailleurs, on a énormément de personnes qui viennent à la séance maintenant. C'est 10 € une séance, ils viennent occasionnellement, de temps en temps, une fois par semaine, ils font une séance. Ils payent leur séance, voilà, bon, bah, écoute. Bah, Mais ouais, bah, c'est ce que je fais quand je vais dans des grandes villes ponctuellement. J'étais l'année dernière, putain, mais je crois que ça fait 1 an et demi, 2 ans. J'étais sur Lyon, j'étais allé m'entraîner 2 fois avec Ben dans 2 clubs où il s'entraîne. mmh, Et c'était des clubs privés. Bah, j'ai payé mes séances à 10 balles, 10 ou 15 balles la séance. Mais ouais, j'étais trop content de faire ça. Au moins, je me retrouvais au milieu de leur cours comme si presque comme si tu avais toujours été là, tu vois. ouais, ouais. Et puis voilà, et puis Mmh, t'as pas l'impression de squatter, tu vois. ouais. Dans Non, les mais clubs municipaux, ça se fait plus, mais tu sais aussi que ça ne nuit pas entre guillemets à la structure parce qu'il manque pas de moyens, tu vois, quelque part. c'est Euh, sûr. le, ils sont pas de toute façon rémunérés au nombre d'adhérents en particulier, tu vois. Ils touchent des aides au nombre d'adhérents, mais c'est vrai qu'ils ont pas de loyer ni rien, donc c'est tout pour eux, quoi, hein. Hmm. Donc c'est sûr que, tu Il vois, faut voir les structures. Enfin, moi, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais notre salle où je m'entraîne actuellement en JJB, en Guy, je sais pas quelle surface elle doit faire, mais elle doit faire bien 25 mètres sur 50 mètres, facile, tu vois, c'est énorme. Si mmh, tu veux, tu mets ouais, 70 personnes et ils sont à l'aise pour faire de la lutte ou du judo ou des trucs comme ça où tu as des projections, tu les rentres dans la salle, sans ouais, problème, ouais, tu vois. Euh, et ouais, ça doit être 300 balles l'année, moins de 300 balles l'année. Tu vois. ouais, Par ouais, contre, bah, oui. lundi prochain, là, tu vois, lundi, c'est Pâques, on s'entraîne pas. Ouais, Normal. c'est sûr. Il y a personne qui vient ouvrir la salle. C'est des Mmh, structures, ils filent pas les clés aux gars qui donnent les cours. Tu as un type de la mairie qui vient, qui ouvre. Enfin voilà, il y a des contraintes aussi. En tant que mmh, pratiquant, je pense que les gens, le message à passer, c'est ça. C'est ceux qui ont envie de s'entraîner sérieusement, de s'entraîner entre guillemets quand ils veulent, toute l'année. Il n'y ouais, a que les structures privées comme la tienne qui peuvent apporter ça. Là où c'est dur et où tu subis la concurrence, c'est avec les pratiquants vraiment loisirs, pour qui c'est mmh, OK de s'entraîner 1 ou 2 fois par semaine seulement. Et puis, si pendant 2 semaines, on ne s'entraîne pas, on s'en fout parce que ce n'est pas du tout leur priorité. Et ces gens-là, bah, ils ne comprennent pas pourquoi ils paieraient plus. Et c'est c'est vrai. Mais moi, souvent ça. je vois quand même, on en a énormément quand même ils reconnaissent peu importe que ce soit le loisir ou pas, ils reconnaissent la qualité quand même, Mm. tu vois? Et qui viennent quand même chez nous du coup, Bien pour sûr. avoir la Et, qualité, et il faut, la tranquillité et cetera. C'est vrai que et c'est quelque c'est chose le qu'il faut confort. arriver à leur vendre, je pense. C'est Ouais, c'est- c'est le message à exactement. passer, que cette qualité, elle est réelle, même pour celui qui vient une fois de temps en temps. C'est vrai que C'est le forfait à la séance, c'est pas mal aussi pour ça. Je ouais, pense que ouais, c'est celui qui vrai. est là-dedans, je lui conseillerais plus de se rapprocher d'une structure comme la tienne et de payer à la séance. S'il veut vraiment pas payer 600 balles par an et qu'il veut s'entraîner une fois toutes les 2 semaines, ben vas-y, paye ta séance, ça va te coûter 20 euros par mois. Mmh, Et par contre, ils seront bien dépensés, quoi. Ces 20 euros, tu vas apprendre des choses c'est et, ça, ouais. et progresser, quoi. Voilà. Bah, écoute, Alex, ça fait plus d'1 heure et demie qu'on est là tous les C'est deux. vrai. Quand ça se passe bien, on voit pas le temps passer. Ouais, Ce que je te propose, alors j'en ai déjà parlé, je vais essayer de me déplacer. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais prendre des congés cette année, mais pour aller un peu voir certains invités, ce serait avec plaisir que ouais. je viendrai dans ton club, si Ouais, bah, tu écoute, si, ouais, si, si es OK, ouais, pour pas de problème, tourner hein. bah, avec toi et avec ton frère aussi, un petit peu. J'ai fait une Ouais, première vidéo avec le rappeur français Rest Turner, que tu connais peut-être, qui fait ouais, aussi de la boxe ouais, anglaise. Si tu l'as pas vu, elle est sur notre chaîne YouTube, que tu retrouves sur le même lien et que les auditeurs peuvent retrouver aussi sur le même lien. mmh. Je me fais un peu déchirer hein, quand même, parce que je suis plus trop dans le truc, alors que lui, il est à fond dans la compétition en anglaise en ce moment. Il est un peu plus rapide aussi. Ah ouais, il est rapide. Franchement, big up à Ouais, lui petit parce qu'il gabarit est, aussi. il est léger, rapide. Il le dit lui-même, hein, il n'est pas professionnel, il est plutôt amateur en ce moment. Il a 40 ans. Je pense qu'il faut le rappeler quand même. Mmh. Donc, il est dans sa dernière année de compétition officielle amateur, là,
Après, Ça tu sais, va. en France, tu n'as plus trop le droit de combattre. Enfin, c'est compliqué Ouais, après 40 ans. ouais, ouais, ouais. Et puis, il est peut-être aussi temps de penser à d'autres trucs, quoi, tu vois. C'est pas complètement con non plus, hein. Il y a des phénomènes, et c'est souvent des mecs qui rapportent beaucoup d'argent, des Le Banner, des mecs comme ça, qui continuent à combattre tard. Je sais pas si Ouais. toi, tu te vois combattre encore après 40 balais. Non, Bon, au bout d'un moment, voilà, il y a d'autres trucs. pas d'autres projets. Voilà, c'est ça. Ça ne Mm, veut pas dire que mm, c'est fini et que tu sors du milieu, mais c'est- t'en as pris. T'as quand même pris quand même quelques beignes, tu vois, j'imagine, en 100 combats, même si t'en as gagné la plupart. Ouais, ouais. Mm, Voilà, t'as donné un petit mm. peu. Bref, et ouais, du coup, je disais ça pour dire que quand j'ai fait une première vidéo, c'est plus difficile pour moi que les podcasts, parce que les podcasts, là, tu vois, je suis tranquillement posé dans ma chambre, on discute, il n'y a même pas de visio. Ouais, Euh, c'est vrai. Même s'il y a un peu de travail derrière, notamment pour le diffuser, pour essayer de toucher un maximum de monde. Et ça passe beaucoup par les partages. Et là, je m'adresse aux auditeurs qui sont encore là. Si vous êtes encore là après plus de 2 heures, ça fait 2 heures que vous nous écoutez parler. Prenez le temps de partager le podcast, de le recommander, même personnellement en message perso à des gens qui pourraient être intéressés. Ça touche beaucoup plus que de le partager en story. Aujourd'hui, on sait que les gens ils zappent beaucoup les stories. Faites-le, hein, c'est bien aussi les stories, mais tu envoies par Mm. message à quelqu'un le truc, tiens, écoute ça, ça va t'intéresser. Il y a beaucoup plus de chances que cette personne, elle écoute. Et ainsi de suite, c'est comme ça que le podcast se diffuse. Un peu par les sponsors, tu sais, j'ai testé un peu les sponsors Ouais. sans trop y croire au début. Et au final, ben, il y a quand même des gars qui nous envoient des messages en disant bah, j'ai vu ce truc via une sponsorisation, je ne vous connaissais pas du tout. Et il y a même un invité que je vais recevoir que j'ai touché de cette façon-là, tu vois. Donc Ouais, ouais, ça touche pas c'est mal. bien aussi, mais ça coûte de l'argent quand même. Ouais, c'est sûr. C'est pas le problème, mais voilà, le référencement direct, les recommandations directes, c'est quelque chose que vous qui nous écoutez depuis tout ce temps, vous pouvez faire sans problème. Donc je vous remercie et je remercie à ceux qui le font parce que si le podcast se développe, c'est aussi et déjà grâce à ces gens-là. Donc merci beaucoup. Mm. Merci à toi aussi d'avoir accepté de venir discuter avec moi. Et ben, à l'occasion ouais, d'une petite vidéo, peut-être même d'un podcast futur, ou peut-être avec ton frère, je ne sais pas s'il est adepte Peut-être, aussi oui. de ce genre de trucs-là, ça pourrait être intéressant, parce que bah, j'imagine aussi qu'il a des choses à partager. Même si Ouais, bien sûr. vous vous êtes développés ensemble, il y a peut-être certaines choses sur lesquelles on va passer plus vite parce qu'on l'a déjà abordé ensemble, mais il y a peut-être aussi d'autres choses qu'il aurait envie de parler. Donc n'hésite pas à lui en parler. Ouais, bien sûr. Oui. S'il est chaud, moi, bah, il est le bienvenu aussi sur le podcast. Super. Bah, Et merci à bah, toi. moi, je voulais. Bah, écoute, merci, merci à toi de m'avoir reçu. Je voulais juste rajouter, Oui. voilà, que surtout pour les sportifs, hésitez pas. Le véganisme, ça reste la meilleure diète pour l'être humain. Donc voilà, moi j'ai senti énormément de changements quand je suis devenu vegan et surtout pour les sportifs, n'hésitez pas. Après, c'est largement accessible à tous. C'est la meilleure décision que vous pouvez prendre, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour la planète et pour votre santé. Donc voilà, n'hésitez pas. Ah bah, merci pour ce message. C'est vrai qu'on l'a pas trop développé. Peut-être qu'à une prochaine occasion, on pourra peut-être le développer un peu plus. Avec plaisir. Ouais, tu sais que c'est le but aussi du podcast, même si j'ai reçu certains invités un peu plus modérés sur le sujet, Mm. Ouais, que je me dois de respecter. Donc, j'aimerais que les auditeurs ne jugent pas trop ça. Il y en a certains qui me sont un peu tombés dessus. Bah ouais, pourquoi t'invites un tel? Il est même pas complètement vegan. Machin. Le mec accepte de venir sur le podcast, j'écoute son point de vue, on discute. Moi-même, exactement. je suis pas un intégriste, je vais pas fracasser des gens parce qu'ils sont pas véganes. Euh, pour une première raison, c'est qu'ils sont trop nombreux. Et voilà. Et la deuxième, c'est qu'il y a d'autres façons d'agir, et c'est ce qu'on fait, c'est ce que font la plupart des invités, même les plus extrêmes, entre guillemets. Je mets toujours des guillemets quand je dis ça. En général, Mm. personne ne va mener des actions terroristes contre les gens qui ne sont pas véganes, quoi. Mm. On influence par l'exemple, principalement. Et le but du podcast, c'est d'inviter des gens comme toi qui ont accompli de grandes choses, qui en accomplissent toujours, qui sont capables de certaines prouesses physiques, qui doivent inspirer les gens, qui inspirent les gens, en suivant une alimentation végétale, ou pour certains presque végétale. Mais j'ai envie de te dire, quand le type il bouffe 3 œufs dans la semaine et que tout le Ouais, reste de son alimentation elle est végétale,
Sur le plan éthique, bien sûr qu'il peut encore progresser, peut-être. Mais par contre, sur le plan physiologique, il ne faut pas déconner. C'est pas avec 3 œufs que ton corps il carbure à faire parfois 2 entraînements par jour toute la semaine. Tu vois ? Ouais, c'est sûr, ouais. Donc, Tout à fait. tous ces exemples, c'est 12 exemples avec toi de personnes, enfin 12, 11 on va dire, parce que Gilles n'est pas un combattant. Mais parce que j'ai eu Gilles Lartigot aussi en podcast, ça a fait beaucoup parler, notamment quand je dis ça. Voilà, Gilles n'est pas vegan particulièrement. Pour autant, on a eu une discussion intéressante. Mais bon, pour tous les autres, vous êtes tous des exemples en ayant un mode de vie vegan, en ayant une alimentation végétale, on arrive à avoir un niveau de sportif professionnel qui est un peu le top. Alors, est-ce que tu serais plus fort ou moins fort si tu étais ou pas vegan ? Toi, tu dis que c'est l'idéal. J'ai plutôt tendance à le penser aussi, parce que sinon, ça me ferait un peu chier, parce que c'est mon mode de vie. Mais c'est vrai que certains invités n'en sont pas persuadés. Je respecte aussi leur point de vue. Par contre, ce qui est indéniable, et que personne ne peut nier aujourd'hui, c'est que tu peux avoir ce mode de vie et avoir ce niveau-là. C'est-à-dire que ton niveau de combattant professionnel, tu l'as en étant vegan. Et si toi, si tu peux être un combattant professionnel, subir des traumatismes physiques, des hématomes, des blessures, des trucs comme ça, subir un volume d'entraînement énorme par rapport au commun des mortels, parce que le mec qui fait du badminton 2 fois par semaine, excuse-moi, mais il n'est pas comparable à un gars qui fait du grappling, de la boxe 2 fois par jour toute la semaine. Et si tu peux encaisser tout ça en étant vegan, c'est que c'est un mode de vie qui est 100% compatible avec n'importe le mode de vie de Monsieur Tout-le-Monde. Tu vois, exactement. Voilà. Tout à fait. C'est indéniable. Après, on est peut-être, et je dis bien peut-être, dans de l'ajustement, dans de l'optimisation. Tu vois. Est-ce que en rajoutant 3 œufs dans ta semaine, tu serais un peu plus performant ? Peut-être, probablement pas, mais peut-être. Mais en soi, ce qui est sûr, c'est que c'est pas indispensable. Ça, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, merci d'être là. Et puis, au plaisir de rediscuter peut-être. Parce qu'au bout d'un moment, je vais peut-être refaire des épisodes avec des invités que j'ai déjà eu pour parler d'autres choses. Parce que tu vois bien, là, ça fait plus d'1h30, bientôt 2 heures. En fait, je suis en train de regarder. Bientôt 2 heures. Et en soi, on aurait encore des choses à développer. On pourra se le faire avec plaisir. Avec ton frère, peut-être avec vous deux, surtout si je viens physiquement, l'occasion c'est de vous voir tous les deux, ça pourrait être cool, que vous puissiez taper un peu dessus aussi. Ce serait un honneur de prendre quelques baffes de votre part et d'essayer de ne pas perdre autant que possible, comme on l'a dit. Allez. Et voilà quoi. Super. Sur ce, avec je te souhaite une bonne après-midi. Bon appétit si tu vas manger. Également. Ouais. On se dit à bientôt. Et à bientôt. Ciao, merci. Je te remercie, ciao. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire positif sur votre application de podcast, sur laquelle je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également partager l'épisode en story sur vos réseaux sociaux ou encore mieux l'envoyer à 1 voire 2 de vos amis. C'est ce qui nous aiderait le plus à faire connaître le podcast et à donner envie à d'autres invités de venir s'exprimer sur le podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.